Bonsoir à tous. Nous faisons actuellement entrer tous les spectateurs. Donc, nous allons patienter une petite minute, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Bonsoir Patricia. Alors, ce soir, nous avons la chance d'accueillir Lucille Paul Chevance, qui est une coach de renommée internationale. Elle travaille en Europe, aux États-Unis, en Inde, depuis plus de 25 ans, et elle prépare mentalement des athlètes de haut niveau pour des compétitions internationales, également des Jeux olympiques. Elle accompagne des hauts dirigeants et des artistes dans la création de leurs projets. Et elle va nous parler ce soir de la compétition, du dépassement de soi et de la peur de l'échec. Donc, nous avons hâte de l'entendre. Je pense que la conférence peut commencer et puis au fur et à mesure, de toute façon, les spectateurs vont nous rejoindre. Donc, Lucille, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir. Et puis, si vous voulez, je vous laisse commencer la conférence. Et puis, avec Patricia, à certains moments, nous permettrons d'intervenir pour vous poser quelques questions. Avec plaisir. Donc, on va vraiment commencer en posant quelques bases. C'est plus qu'une conférence, c'est un atelier, c'est interactif, c'est l'intervention. Donc, je compte sur vous vraiment pour participer, commenter, poser des questions. Et on va commencer déjà. Faites un petit coucou, dites bonjour. Comment s'est passée la journée? Juste pour se mettre en relation. Pour commencer. Bonjour Sabrina. Voilà. Allez-y, installez-vous, c'est un moment pour vous. C'est un moment de connaissance, de développement. Je vais vous donner des outils pour vraiment pouvoir avancer sur votre potentiel, sur le stress. Aujourd'hui, on va parler stress, compétition, peur de l'échec. Moi, mon métier, c'est vraiment du coaching. Donc, j'ai pour objectif d'apporter des outils très, très, très concrets. Donc, je vais vraiment vous mettre au boulot. Bonjour Laurent. Je vais vous mettre au travail, je vais vous faire participer, on va faire des petits exercices et ce sont des exercices que je propose à des sportifs de haut niveau avant les compétitions. Donc là, ce soir, on a pas mal d'élèves de l'école Florimond et je suis vraiment, vraiment ravie d'être là avec vous, d'autant plus que pour la petite histoire, je suis arrivée ici ce soir avec vous parce que j'ai la chance d'avoir la maman d'un des élèves de l'école qui s'appelle Rim, j'ai la chance de l'avoir en session, et puis pour le développement de ses activités professionnelles. Au vu des résultats, elle m'a demandé si je pouvais prendre son fils en session, que j'ai eu le grand bonheur d'accompagner aussi dans le déploiement de son potentiel, et au vu des résultats, Rim m'a demandé si j'avais la disponibilité de partager ces outils-là avec vous ce soir. Et j'adore vraiment être en relation avec les jeunes générations, des ados jusqu'aux jeunes adultes, tout simplement parce que ça permet de construire les générations futures. Et plus vous serez conscient de votre potentiel, de comment vous allez pouvoir travailler vos points de blocage, vos limitations et vos restrictions, et plus vous allez devenir des adultes réalisés, heureux, performants en étant alignés avec vous-même. On parlera de la performance et de la compétition par la suite. Et plus vous allez pouvoir nous construire et nous faire vivre tous ensemble dans un monde qui sera meilleur. Et pour moi, c'est quelque chose qui compte absolument. Voilà. Donc, installez-vous. Est-ce que tout le monde est là? Prévoyez d'avoir un petit peu d'eau à côté. Je vous en parlerai par la suite. Une position confortable. Et on va pouvoir commencer. Alors, le premier sujet que l'on m'a demandé d'aborder, c'est le stress. Et alors, le stress, on va tout de suite briser un tabou. Il concerne absolument, absolument tout le monde. Ça ne sert à rien de ne pas vouloir avoir de stress, à part une toute petite minorité d'êtres humains qui vivent peut-être aux confins de l'Himalaya et qui méditent 4 heures par jour. La grande majorité des êtres humains sur cette planète vivent des moments de stress importants,
plus ou moins important, plus ou moins difficile, plus ou moins géré, mais ne cherchez pas à ne pas avoir de stress parce que ça n'existe pas. Vous avez à l'intérieur de votre cerveau un cerveau reptilien qui vous vient de la préhistoire et qui, lui, est tout le temps en observation et en écoute de ce qui peut être dangereux pour lui. Et on va revenir par la suite, on va faire un petit peu de neurosciences, et qui fait que vous avez toujours une attention à ce qui peut être stressant. Donc, le stress, il est complètement normal. Et pour approfondir, j'aurais pu vous parler pendant 1 heure du stress, mais j'ai pris un petit raccourci. Et pour vous parler du stress d'une manière drôle et ludique, Julie, qui travaille avec moi et qui est là ce soir, merci à toi, Julie. C'est vraiment une excellente collaboratrice avec laquelle je vais interagir aujourd'hui. Elle va taper les liens des références que je vous propose. Déjà, vous allez pouvoir voir un petit TED d'une psychologue américaine qui s'appelle Kelly McGonigal et qui a beaucoup d'humour, qui pendant très très longtemps a expliqué à ses clients que le stress c'était mortifère, c'était dangereux pour la santé, tout simplement parce qu'elle ne savait pas comment utiliser le stress et comment le transformer. Donc moi, en tant que sportive, évidemment, en tant que personne qui entraîne des sportifs de haut niveau, j'ai évidemment affaire au stress. Quelqu'un qui prépare les JO, il ne peut pas se couper, c'est tous les 4 ans, et donc le niveau de stress est important. Ce qu'il faut savoir avec le stress, c'est que bien sûr, il peut nous pénaliser si on le fige et si on est crispé avec le stress, mais si vous savez que c'est de l'énergie, c'est de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être, le stress génère de l'ocytocine. Vous aurez une explication un petit peu plus étendue dans le TED que je viens de vous proposer. Vous allez voir que ce stress, il peut être votre ami. Donc, au lieu de vous pénaliser, de vous paralyser, de vous mettre en difficulté, vous allez pouvoir apprendre à le transformer et qui vous apporte une activation du sang dans le cerveau, par exemple. Quand on a de stress, on a le cœur qui bat beaucoup plus vite. Donc, si on est soumis à un stress constant, évidemment, il finit, et non géré, il finit par être toxique. Donc là, ce soir, je vais déjà vous proposer des petits exercices extrêmement pratiques et pragmatiques pour que vous puissiez savoir comment vous allez modifier votre stress. Donc, d'avoir l'information que le stress peut être transformé, c'est déjà une première étape qui est vraiment importante pour vous et vous allez apprendre à le gérer. À partir du moment où il y a des examens à passer, à partir du moment où je sais qu'il y a des enseignants aussi ce soir et que vous avez des objectifs à atteindre avec vos élèves, forcément, vous avez du stress. Donc, la première chose, c'est d'aller l'aborder, ce stress, l'accueillir et le gérer. Et je vais vous donner un premier petit exercice tout simple qui prend 3 minutes et qui va vous aider à changer votre physiologie. Alors, je vous explique. Votre physiologie, donc de stress entre autres, ou de colère, ou de frustration, ou de déception, va impacter votre psychologie, qui va impacter vos actions. C'est du bon sens. Donc, si on arrive à changer déjà la physiologie, on va pouvoir changer les émotions, qui vont changer les pensées et qui vont changer l'action. Est-ce que c'est clair pour vous? Laissez-moi un petit message pour me dire que vous me suivez bien dans la boîte de communication. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que quand vous changez votre état intérieur, vous allez changer votre action finale. D'accord? Et pour changer son état intérieur, je vais vous proposer un petit exercice qui est tout simple. Là, dans votre corps, un être humain adulte, dans son corps, possède à peu près plus de 15 kilos de fascia. Alors, fascia, pour ceux qui mangent de la viande, si vous avez mangé un blanc de poulet, il y a une petite membrane sur le blanc du poulet, c'est un fascia. Le fascia, à quoi ça sert d'un point de vue physique? Ça vous permet de tenir debout. Là, si je suis debout en face de vous, c'est parce que j'ai plus de 15 kilos de fascia sur moi. Si je vous enlevais vos fascias par une opération de magie, vous écouleriez sur place comme des marionnettes dont on a enlevé les fils. Donc ça, c'est anatomique, d'accord? C'est vraiment physique. Maintenant, le fascia, à quoi il sert aussi? Il a une interface émotionnelle. Donc, quand vous frictionnez vos fascias, ce qu'on va faire tout de suite, et ça va prendre, vous allez avoir 3 minutes 30 chrono, vous allez vous rendre compte que vous allez changer vos sensations, ça va changer vos émotions, ça va changer votre manière de penser, et donc vous allez aborder les challenges de votre existence autrement. Donc, on va commencer. C'est tout simple. Il suffit juste, donc je vais finir avec une coupe de cheveux comme ça, il suffit juste de frictionner au niveau du corps. Donc, levez-vous, prenez votre place, installez-vous confortablement, les pieds plantés au sol, et vous allez choisir une situation pour que vous puissiez vraiment évaluer le niveau de stress et comment fonctionner exercice, et je vous promets que ça fonctionne. Il faut le faire. Donc, je compte sur vous là, pour y aller. Et donc, vous allez choisir déjà, vous prenez un tout petit moment pour choisir une situation stressante pour vous.
Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être à l'école, ça peut être sportive. Il y a forcément des situations qui vous mettent en stress. Et prenez quelque chose qui ne soit pas 10 sur 10, 10 c'est en le plus élevé, ni 2, parce qu'autrement, vous n'allez pas pouvoir évaluer l'exercice. Si c'est trop bas, ça ne va pas te faire de différence. Si c'est trop haut, peut-être que vous n'allez pas y arriver. Et comme pour tout exercice, cela demande de s'entraîner. D'accord? Donc, pensez à une situation et sentez déjà, là, je vous mets en conscience de ce que c'est que le stress et comment on le gère. Et je vous le répète, je prépare des musiciens à des tournées internationales en les faisant gérer ce stress de cette manière-là et dans d'autres exercices que je vais vous donner avant de rentrer sur scène ou avant de commencer une compétition. Donc, c'est des outils qui sont extrêmement pertinents, efficaces et vous allez le sentir tout de suite en le pratiquant. Donc là, c'est vraiment déjà, vous avez tous, c'est bon, trouvez une situation, tapez-moi un petit message pour dire c'est OK. Merci Sophie, Laurent, merci. Merci de vos retours. Vraiment, soyez interactifs parce que c'est plus sympa pour moi. Ça permet vraiment d'avoir un échange et de ne pas juste être toute seule face à mon écran. Merci Eva, Marina, Barbara. Bon, super. Merci d'être là, d'être présent et d'échanger avec moi. C'est toujours plus agréable. On est là. Merci Sabrina. Donc vraiment, là, vous avez choisi votre situation, vous fermez les yeux et vous sentez ce que ça fait, le stress. Est-ce que ça coince dans le ventre, dans le dos, dans les épaules, dans la mâchoire? À quel endroit votre corps va aller stocker ce stress-là? Déjà, on passe en mode conscience. Voilà. Ensuite, vous allez tout simplement frictionner le corps de la tête aux pieds. Donc, on commence par les bras et de manière très, très, très active. Et vous allez voir, ça marche. Vraiment, faites-le. C'est un exercice extrêmement simple et qui va vous changer votre état d'esprit en moins de 5 minutes, 3-4 minutes. Voilà. Donc, allez-y, vous frottez le corps. Vraiment, là, je ne vais pas frotter trop, j'ai le micro. Ça va être désagréable pour vous. Voilà. Frottez les cheveux. Donc, je vais finir ce live avec les cheveux comme ça. Voilà. Le dos au maximum, les épaules. Alors, je ne vais pas, moi, me baisser parce que vous n'allez plus me voir, mais vous pouvez le faire. Vous passez sur toutes les jambes, vous frictionnez, mais de manière très, très, très active. C'est vous qui prenez en main votre potentiel quand vous faites ça. Donc, vraiment, la jambe droite, de la tête aux pieds, même sous la plante des pieds si nécessaire. Après, de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va faire un autre petit exercice. C'est toujours dans la même lignée, on va tapoter. Là, vous avez activé vos fascias quand vous faites ça. Les danseurs, très souvent, connaissent ça très, très bien. J'ai eu la chance d'avoir des danseurs de l'Opéra de Paris en session et très souvent, les danseurs connaissent l'efficacité des fascias parce qu'on leur apprend. Donc là, de nouveau, on tapote. Allez, on met du dynamisme dans le corps et on le réveille. Si vous faites ça le matin, c'est encore plus probant parce que vous sortez du lit, le corps est encore dans le sommeil. Voilà, hop, au niveau du cuir chevelu, le visage. Donc là, voilà, je ne vais pas le faire parce qu'autrement, je ne vais plus ressembler, je vais être toute rouge. Mais vraiment passer sur le visage, frictionner le visage aussi, la gorge. Et sentez que vous respirez en même temps que vous faites cet exercice. Voilà. Et maintenant, vous fermez les yeux. Vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sur une échelle de 1 à 10, votre niveau de stress est descendu de combien? Tapez dans la petite fenêtre, dans la boîte de messages. Beaucoup. 1, 3. Voilà. C'est extrêmement probant comme exercice. Si vous le faites plus longtemps, là je le fais assez rapidement pour que vous ayez le résultat tout de suite. Si vous le faites plus souvent et que vous en prenez l'habitude, 4, Barthélémy, vous allez voir que ça va être un réflexe du matin, vous réveillez le corps, vous vous mettez en mouvement. Aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup mieux, Véronica. Aujourd'hui, je suis vraiment dans l'échange, dans le fait de vous donner des outils pragmatiques et efficaces. Moi, c'est mon métier, je n'enseigne pas la théorie. En tant que coach, je dois délivrer du résultat et vous aider à avoir les outils pour avoir le résultat. D'accord? Donc, le deuxième petit exercice que je vais vous transmettre et qui est absolument phénoménal, ça s'appelle de la cohérence, mes collègues m'ont adoré, ça s'appelle de la cohérence cardiaque. Alors que la cohérence cardiaque, en France, elle a été énormément diffusée par un médecin qui s'appelle David Servan-Schreiber et qui a permis
d'aider des personnes atteintes de dépression, de fatigue chronique, d'insomnie, de migraine, de plein de choses. Il les a mis à la pratique de la cohérence cardiaque quotidienne, voire plusieurs fois par jour, et ça leur a permis d'obtenir des résultats sur le point médical et psychologique vraiment importants. Donc la cohérence cardiaque, c'est une respiration. Je vais vous la guider pour que vous trouviez vos marques. Vous la trouvez après sur ma chaîne YouTube. Hein. Donc, elle est guidée. Vous pouvez l'écouter absolument quand vous voulez. Et il y a plusieurs rythmes de cohérence cardiaque courtes, si vous n'avez pas l'habitude de faire de respiration, si vous ne faites jamais de yoga, de pilates, de méditation, quoi que ce soit, ou de sport. Si vous en faites, vous avez une autre plage de 8 secondes. Donc, je vais vous expliquer un petit peu par la suite, mais je vous explique d'abord ce que c'est que la cohérence cardiaque. C'est une manière de respirer sur un rythme où on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, en inspirant par le nez, et on expire par la bouche en comptant au même rythme. Donc, quand on a l'habitude de respirer, on peut faire sur 8 et 8. Quand on n'a pas l'habitude, on peut faire 4 et 4. Voilà. Ce soir, je vais faire sur 6 secondes. Voilà. À quoi ça sert la cohérence cardiaque? Et c'est prouvé médicalement. Et vous allez l'expérimenter, vous allez voir de manière extrêmement efficace et probante comment ça fonctionne. La cohérence cardiaque, ça va vous faire monter votre niveau d'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir, du bien-être. Ça va faire descendre votre niveau de cortisol pendant 3, 4, 5 heures en fonction de comment vous réagissez à cette respiration. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, quand on fait 5 minutes de cohérence cardiaque, vous allez obtenir à peu près 4 heures de détente. Vous pouvez imaginer, votre cerveau, votre corps va se mettre dans un état de calme, vous allez l'expérimenter, et je ne transmets jamais en conférence mon atelier juste ces informations, je le fais faire systématiquement pour que vous l'expérimentiez, que vous sachiez à quoi ça sert. Une fois que vous l'avez vécu et que c'est probant pour vous, vous aurez envie de le refaire. Et ça génère des ondes alpha dans votre cerveau. Donc votre cerveau, quand vous allez vous coucher ou quand vous êtes dans un état de relaxation important, il génère des ondes alpha. Quand vous êtes en stress élevé, il génère des ondes bêta élevées. Alors c'est super facile à retenir, bêta comme bête. Voilà. Alors ça c'est un truc qu'on ne peut pas du tout dire en anglais parce que ça ne marche évidemment pas du tout, mais en français ça fonctionne bien pour s'en souvenir. Et quand votre cerveau est en stress, il est en onde bêta élevée. Et si vous voulez avoir accès à votre potentiel pour poursuivre des études, pour passer des examens, pour faire face à tous les challenges que vous avez au quotidien, le fait d'aller descendre le stress juste au niveau du cerveau de manière mécanique, parce que c'est mécanique comme respiration, vous allez avoir accès à votre mémoire, à votre sommeil et à votre capacité de réfléchir, de faire des liens. Donc vraiment, la cohérence cardiaque, c'est un outil absolument magique et indispensable pour pouvoir avoir accès à qui vous êtes et à ce que vous avez à faire. Lorsque j'ai des personnes qui sont en burn-out, ce qui arrive, et qui prennent des antidépresseurs, je leur propose vraiment de faire de la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Ça permet de tenir la journée et de diminuer tout doucement les antidépresseurs. Et je connais des adolescents qui prennent des antidépresseurs tellement ils sont stressés. Et je vais vous expliquer aussi qu'on vit dans un monde de stress. On vit dans un monde, on en parlera à la fin de cet échange, mais on vit dans un monde de compétition et la compétition génère du stress. On en parlera tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment d'aller apprendre comment, en faisant cette respiration, vous allez baisser votre niveau de stress et avoir accès à vous-même. Alors, de nouveau, prenez une situation qui vous stresse, quelque chose de difficile. Sur une échelle de 1 à 10, prenez quelque chose à 8, à peu près 7, 8. Donc, une toute petite seconde pour de nouveau penser soit la même situation, et vous allez voir que vous allez descendre encore de 2 crans, soit une situation différente qui vous met dans un état de difficulté. Et là, on va faire un petit peu de cohérence cardiaque. Je vais vous mettre de la musique. Toc. Et c'est parti. Vous allez fermer les yeux. Et déjà, vous allez faire quelque chose dont vous n'avez peut-être pas l'habitude et pourtant, c'est tellement
indispensable à votre bien-être, c'est d'écouter ce qui se passe en vous. Et au début, cela peut être perturbant, difficile, on peut avoir des idées qui courent dans tous les sens, et c'est complètement normal. Et là, écoutez juste, prenez une toute petite minute pour écouter votre état intérieur, comment vous êtes, comment vous vous sentez. Vous vous mettez en contact avec cette situation qui vous stresse. Vous ne tombez pas dedans, vous êtes juste à l'écoute du fait que vous êtes en contact avec une situation qui vous stresse. Et là, je vais vous guider. Au bing, vous allez inspirer. Au bong, vous allez expirer. Et vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Inspirez. Expirez. Ça va vous demander de prendre le rythme. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore. Expirez. Et pendant que vous faites cet exercice, vous relâchez complètement le corps. Et vous vous mettez à l'écoute de votre respiration. Et c'est peut-être la première fois que vous faites ça. Et vous allez voir, c'est miraculeux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et là, tranquillement, vous allez commencer à synchroniser les battements du cœur, le cerveau et la respiration. Expirez. Inspirez. Au fur et à mesure, vous allez sentir que vous allez descendre en stress tranquillement. Inspirez. Et expirez. Encore. Et le corps va se relâcher, vous allez peut-être bâiller, vous allez peut-être avoir des pensées qui vont commencer à s'apaiser. Toute l'agitation de la journée va commencer à s'apaiser. Inspirez. Et prenez le rythme. Expirez. Et sentez qu'au fur et à mesure, tout ça se synchronise. Les battements du cœur, la respiration, le cerveau. Inspirez, expirez. Inspirez en profondeur. Expirez, vous videz complètement le ventre, les poumons, ça descend très très bas. Inspire, vous remplissez au maximum, mettez de l'air. Et là, vous oxygénez votre corps et votre cerveau. Inspirez. Encore. On expire en profondeur, on lâche tout, on lâche les épaules, le dos, les bras. Inspirez. Et vous relâchez les tensions de la journée. Dans chaque expire, vous relâchez encore plus profondément. Dans l'inspire, vous mettez de l'air. Dans l'expire, vous laissez partir. Allez, encore un tout petit peu. Pour être sûr que vous en ayez les bénéfices. Et expirez. Encore, encore, profondément, encore. Mettez de l'air. Relâchez tous les épaules, le bras, les bras. On inspire encore. Et sentez que vous rentrez vraiment en contact avec vous-même. Vous pouvez avoir des pensées qui vont, qui viennent, surtout tout au début quand on pratique. Il y a beaucoup de pensées parasites et vous gardez, vous ramenez votre attention sur votre respiration. Au début, on n'en a pas l'habitude. Expirez. Entendez bien le bing, le bong. Super simple. Inspirez par le nez.
Expirez par la bouche. Relâchez la gorge. Toute cette zone de la communication. Relâchez. Et ça commence à décanter. Encore 30 secondes. Allez. Faites conscience au processus. Ça se fait tout seul. Et expirez. Voilà. Et là, tranquillement, vous gardez les yeux fermés. Et vous vous mettez à l'écoute de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Et ça va être le moment d'ouvrir les yeux et d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 où est-ce que vous en êtes. Quel soulagement. C'est simple, hein? Eh oui, 1. Voilà, c'est complètement descendu. Sabrina. Je vous avais dit, hein, je vais vous proposer des outils extrêmement pragmatiques. Lorsqu'on a préparé cette petite soirée, Patricia s'inquiétait un peu en disant « mais vous allez leur faire 5 minutes de cohérence cardiaque, vous êtes sûre ?» Je dis « oui, voilà, ça va devenir ma routine. » Bravo, bravo, bravo à vous. Voilà, donc ça, c'est un outil efficace, pragmatique. On a des résultats immédiats. Vous voulez être plus performant dans vos études, gérez votre stress. Là, vous allez avoir, c'est pour ça que je le fais toujours en début d'intervention, vous allez avoir une disponibilité au niveau du cerveau pour absorber ce que je vais vous dire, qui sera extrêmement efficace. Donc, jeunes gens, quand vous avez des journées stressantes, hein, mettez-vous, isolez-vous un tout petit peu et faites 5 minutes de cohérence cardiaque. Lorsque j'ai des personnes qui ont des situations de stress, de réunion, je leur demande de s'isoler vraiment et puis de faire 5 minutes de cohérence. Et vous allez voir, c'est extrêmement efficace. Alors maintenant, en ce qui concerne le stress, il y a vraiment aussi plein de choses que l'on peut éviter. On va parler alimentation qui peut être stressante. Je vais vous parler des notifications de téléphone. Je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment de mettre votre téléphone sur silencieux le plus souvent possible. À chaque fois, c'est prouvé scientifiquement. À chaque fois que vous avez une notification sur votre téléphone, vous avez un battement de cœur, une alerte au niveau du cœur. Donc, quand on reçoit des dizaines de notifications toute la journée, les mails, les WhatsApp, les télégrammes, les Instagram, etc., ça va vraiment vous amener du stress de manière permanente. Donc ça, c'est à vous d'avoir une vigilance sur l'utilisation. Le téléphone, ça nous permet d'être là ce soir. Moi, je suis sur mon iPhone pendant qu'on échange. Donc, c'est un outil absolument fabuleux. Moi, je ne suis absolument pas contre la technologie, pas du tout. Je m'en sers tous les jours. C'est juste d'avoir une relation intelligence à cette cette technologie qui est tellement utile, qui est tellement efficace et qui est tellement bénéfique pour vous. Voilà, donc pensez à poser le téléphone de temps en temps, régulièrement. Et lorsque vous avez des études, lorsque vous êtes en train de travailler, au maximum, sachez que ça va vous déconnecter de votre concentration pour les plus jeunes, mais les adultes aussi. Hein. J'ai plein de gens qui travaillent et qui ont le téléphone à côté et ils essaient de se concentrer sur une tâche et en fin de compte, leur attention est interrompue toutes les 30 secondes ou toutes les 3 minutes ou toutes les 10 minutes en fonction de l'activité sur des notifications qui arrivent. Donc là, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Notification égale stress. D'accord? Donc ça, c'est noté. Est-ce qu'il y a des questions là déjà? Patricia, Amélie, est-ce que vous avez envie d'intervenir sur le stress et la gestion du stress? Patricia, on ne t'entend pas. Essaie de remettre ton micro.
nous envoyer ta question sur le… Voilà. Ah, ça a presque marché. Vous m'entendez maintenant? Oui, voilà, on t'entend. Excusez-moi. Et une question, peut-être, c'était de savoir, pendant qu'on fait cette cohérence cardiaque, une des questions, c'est de savoir aussi, est-ce qu'on pense justement à la situation de stress qu'on doit gérer derrière, peut-être l'examen, peut-être l'événement sportif, ou au contraire, on On l'oublie. Très bonne question, on l'oublie complètement. On est juste à l'écoute de la respiration. Donc, on peut, là, je vous ai fait penser à votre situation de stress pour vous faire évaluer de manière extrêmement pragmatique avant, après. Comme ça, l'outil cohérence cardiaque, il est évident pour tout le monde. On l'utilise et puis ça donne tout de suite une idée de la rapidité avec laquelle on peut changer son état intérieur. Et là, pour la grande majorité d'entre vous, à part si vous souffrez d'un stress très important, et là, il faut faire plus de cohérence cardiaque et plus souvent. C'est mécanique, hein. C'est prouvé scientifiquement, médicalement, c'est vraiment mécanique la cohérence cardiaque et c'est très efficace. Vous êtes déjà en disponibilité pour écouter ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Ouais. Donc, en effet, on ne pense pas à la situation, on est juste même pas concentré, on est en présence. Parce que si on est concentré, on va laisser son cerveau branché sur « il faut que je sois concentré ». Voilà, on est juste en présence de la respiration et on se laisse guider. Et au début, vous pouvez donc aller sur ma chaîne YouTube, j'ai cette méditation qui est guidée. Et après, une fois que vous la possédez, oubliez la guidance et prenez vraiment la respiration. La musique que vous avez entendue ce soir, elle a été faite par un ami musicien qui a mis exprès des sonorités qui mettent le cerveau en onde alpha. Donc, elle vient soutenir la respiration, la musique qui est ce que vous trouvez sur ma chaîne. D'accord ? Et vous avez donc plusieurs rythmes en fonction de votre habitude à la respiration. Vous pouvez être sur 4 secondes, un rythme de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 secondes, avec la même musique, mais sur un tempo différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a une question de Sophie. Est-ce que la cohérence cardiaque fonctionne pour tous? Ou par exemple, à partir de quel âge, chez nos enfants, on peut commencer la cohérence cardiaque? Ça fonctionne pour tout le monde. Honnêtement, à part si on a un niveau de stress très, très, très élevé, et là, ça va demander de pratiquer davantage. Mais c'est un outil magique. Très sincèrement, ça fonctionne absolument sur tout le monde. J'ai des personnes, moi, qui ont progressivement arrêté les antidépresseurs en remplaçant par de la cohérence cardiaque. Donc, et les enfants, vous recommandez à partir de quel âge? Pour les enfants, il faut le faire de manière ludique. Vraiment en étant dans un jeu, en étant vraiment, peut-être qu'au début, on ne leur fait pas fermer les yeux et puis on lève le doigt en disant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 chez des petits. Voilà. Et on va parler émotion tout à l'heure. Et le fait d'aller chez des plus jeunes accueillir leurs émotions, ça va être aussi et on associe avec l'émotion et de la respiration, ça permet vraiment de créer des rééquilibrages émotionnels extrêmement efficaces chez des petits qui ont du mal à se contrôler. Deux toutes petites questions, Lucille. Une personne qui nous dit, est-ce qu'on commence par le massage des fascias avant la cohérence cardiaque ou est-ce que Moi, je le fais plutôt comme ça, oui. Mais après, ça peut être dissocié, on peut mettre dans un sens comme dans l'autre. C'est vraiment comme on se sent le mieux. Je trouve qu'à partir du moment où on fait l'activation des fascias en se levant le matin, déjà, on est disponible pour sa journée très, très rapidement et en éveil. Et pas seulement on prend un café pour dire, allez, on lance la machine. C'est beaucoup plus sain. Et puis, il y a un parent et puis les jeunes qui nous ont aussi averti que, enfin, vous le savez, qu'il y a des applications pour s'aider à suivre justement donc, les jeunes qui nous écoutent, peut-être c'est de leur dire aussi que s'ils ont besoin un petit peu de ce rythme et d'une application pour respecter il y en a plein. Voilà, les respirations, ce sera peut-être plus facile. Oui, il y en a vraiment plein. Pour revenir sur le stress, on va parler un petit peu réseaux sociaux. Moi, je suis assez présente sur les réseaux sociaux. Ça m'a mis pas mal de temps parce que je n'aimais pas trop l'exposition et que j'ai vraiment trouvé que c'était important de partager, donc de dépasser mon stress de l'exposition pour y arriver. C'est ce qui me permet d'être là ce soir aussi. Et de la cohérence cardiaque m'a aidé à relativiser mes inquiétudes avant de faire mes premières vidéos. Et donc, je vais quand même vous parler du fait que, en ce qui concerne les adolescents et les jeunes, les plus jeunes, il y a un déficit d'attention qui est de plus en plus important. Donc, on met les enfants sous Ritaline pour qu'ils puissent se concentrer davantage, tout simplement, alors que de réduire le temps d'écran
déjà ferait baisser ce déficit d'attention. Donc ça, je vais vous recommander un très très bon reportage qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée et qui est excellent, et montrez-le pour les parents à vos adolescents, pour les élèves là, de Florimont, regardez-le pour que vous preniez la responsabilité de votre relation aux réseaux sociaux. Je l'ai passé ce reportage, ce documentaire à plusieurs jeunes adolescents qui passaient vraiment du temps important sur les réseaux sociaux et qui ça leur a permis de comprendre qu'ils ne voulaient pas être victimes d'un système, mais qui voulait plutôt être acteur, et que quand on comprend tout le système qui est mis en place, qui génère du stress, une seule sollicitation des écrans va faire une fatigue intellectuelle, et votre cerveau, jeunes gens, va juste vous mettre en déficit d'attention pour se protéger. Quand il est trop sollicité par trop d'écrans, au bout d'un moment, il débranche, et après, on a du mal à se concentrer en cours. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Et si vous voyez ce documentaire, vous allez comprendre un petit peu comment les réseaux sociaux sont très très bien faits et génèrent une addiction aux réseaux, aux notifications, etc., pour vous rendre captif. Donc c'est à vous de reprendre le pouvoir de cet outil-là et puis de ces réseaux. C'est à vous de choisir ce que vous allez en faire. Ça peut être fabuleux pour échanger, pour communiquer des photos, etc. Moi, je trouve ça très, très sympathique. J'ai des échanges avec ma famille où je peux envoyer des photos de Chypre où j'habite une grande partie de l'année. Donc ça, c'est fabuleux. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une technologie qui nous permet d'être là ensemble. Et après, c'est à vous de prendre le pouvoir sur cette technologie et de ne pas la subir. Donc ça, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est pour vraiment prendre la responsabilité de à quoi vous allez accorder votre cerveau et votre attention. Et c'est vous qui en faites le choix. Et quand je vois des adolescents qui décident de gérer mieux leurs réseaux sociaux, je suis toujours contente de voir qu'ils prennent le pouvoir. Au lieu de subir et d'être victimes d'un système qui les exploite, c'est eux qui décident comment ils vont s'en servir. Et ça, je trouve ça absolument magique. Donc vraiment, jeunes gens, allez-y, apprenez vraiment à gérer votre relation aux réseaux sociaux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pardon, il y avait juste une petite question pratique sur un professeur qui demande combien de temps devons-nous laisser à nos élèves pour faire baisser la pression? Est-ce que c'est 3, 4, 5 minutes le matin quand ils font leur temps de classe? 5 minutes. À vrai dire, si on commençait les cours avec 5 minutes de cohérence cardiaque ou de méditation, ça a été fait. Hein. Il y a des écoles qui vraiment amènent les enfants à méditer, et leur disponibilité émotionnelle et intellectuelle, et j'en reviendrai, c'est aussi important l'un que l'autre, hein, est nettement meilleure en ayant commencé par 10 minutes de méditation. Et si vous leur faites faire 5 minutes de cohérence cardiaque, ils vont déjà être beaucoup moins stressés, parce que pour la plupart, ils arrivent, ils ont regardé le téléphone, ils ont couru, ils ont pris le petit-déj en vitesse, etc. Donc, ils arrivent et la disponibilité intellectuelle n'est pas là, tout simplement. Donc, pour que ça fonctionne, la cohérence cardiaque, c'est 5 minutes minimum. En dessous, c'est un petit peu moyen. On a des professeurs qui le font déjà, alors des fois avant les cours, mais des fois avant des épreuves, avant des tests. Donc, pour justement, voilà, il y en a qui gèrent plus ou moins bien, mais pour aider justement ceux pour qui ce serait un stress réel. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Ouais, c'est bien. Mon prof nous fait méditer tous les mercredis. Bravo! Bon, il y a déjà des enseignants qui vraiment comprennent les bénéfices de toutes ces pratiques-là. Et ça permet d'avoir des enfants qui sont plus conscients aussi, qui sont conscients d'eux-mêmes, de leurs émotions. Voilà, donc ça, c'est vraiment une chose importante. Alors là, on va reprendre notre petite discussion sur tout ce qui vous permet, parce que ce soir, vraiment, l'ordre du jour, c'est comment être performant, productif, efficace. Et là, je vais vous faire une petite explication et un petit échange sur tout ce qui relève de alimentation, l'eau, le sucre, les graisses, la digestion, etc. Parce que si vous voulez être efficace dans votre scolarité, ce que vous êtes, ce que vous mangez et ce que vous buvez. Alors, je sais qu'il y a des âges où on mange plus ou moins de sucre et de junk food, etc. Et là, c'est à vous de choisir
moi, j'ai des sportifs de haut niveau en session, donc vraiment, leur choix, c'est d'être performant à l'endroit où ils ont envie d'être performants. Donc, si vous avez envie d'être efficace dans certains endroits de votre vie, ce que vous mangez, c'est vital. Alors déjà, on va commencer par l'eau. La grande majorité de la population française, européenne, occidentale, et dans d'autres pays aussi, est déshydratée. Si vous buvez moins d'1,5 litre, en fonction du sport, vous allez pouvoir en boire plus, vous êtes déshydraté. Si vous êtes déshydraté, votre cerveau est déshydraté. Si votre cerveau est déshydraté, vous n'avez pas accès à vos compétences, vos capacités, votre mémoire. C'est super simple. Donc, prenez l'habitude, quand vous allez à l'école, d'avoir une gourde, d'avoir quelque chose, et je dis bien de l'eau. Parce que si vous buvez autre chose que de l'eau, ça fait fonctionner votre système digestif, vos reins, enfin, etc. Donc, voilà, si vous voulez être efficace, buvez de l'eau. Ça a l'air absolument simplissime à dire. C'est vraiment un conseil très, très, très basique. Et pourtant, la grande majorité d'entre nous ne le fait pas assez. Donc, moi, je prends une bouteille dans laquelle j'ai 1,5 litre et je sais qu'à la fin de la journée, il faut que je l'ai bu. Comme ça, c'est clair et net et c'est visible et c'est factuel. Là, on va parler aussi alimentation. On vit dans un monde dans lequel on a une alimentation alimentaire absolument déplorable, qui est bourré de sucre, bourré de sel, bourré de graisse toxique. Il faut savoir que votre cerveau, il a besoin de graisse pour fonctionner. Il a besoin d'eau, il a besoin de graisse. Alors, si vous faites attention à votre poids, ce qui est la majorité d'entre nous, prenez des graisses le matin. Donc, prenez une cuillère à soupe d'huile de noisette avec, sur une tartine, c'est très bon, d'huile de cameline. C'est une huile qui est excellente pour le corps. Prenez de la matière grasse le matin, vous n'allez pas prendre de poids et vous allez donner le carburant à votre corps et à votre cerveau pour la journée. Si vous pouvez manger 50-60 grammes ou un peu plus de bon fromage, par exemple, ou avec un œuf dans lequel vous allez avoir des protéines et une galette de sarrasin ou une petite tartine saine pour vous, vous allez vous sentir absolument très, très bien. Alors, petit aparté à propos de sarrasin et de pain, pendant des siècles et des siècles, le gluten a été l'aliment le plus nourrissant pour l'être humain. Donc, le pain, c'était vraiment sacré, c'était la base alimentaire européenne. Aujourd'hui, malheureusement, toujours agroalimentaire oblige, le gluten, pour la grande majorité, est devenu toxique. Si vous voulez voir un reportage excellent sur le sujet, vous allez sur la chaîne d'Arte et vous trouvez Gluten, l'ennemi public. Et ils expliquent la raison factuelle vraiment et scientifique pour laquelle, malheureusement, plus on réduit le gluten et mieux on se porte aujourd'hui. Voilà. C'est difficile à comprendre parce que c'était un aliment qui était excellent pendant très très longtemps, mais la grande majorité de mes clients qui réduisent leur gluten sans être allergiques pour autant, hein, on a presque tous une intolérance au gluten parce que le gluten a été transformé. Donc, ils vont vous expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en regardant ce documentaire, vous allez comprendre un petit peu ce qu'il en est. Autre aliment vraiment dont on va devoir se passer le plus possible, et on le retrouve partout, c'est le sucre blanc. Et le sucre blanc, jeunes gens, il est juste toxique, c'est l'ennemi de votre cerveau, mais à tout prix à éviter. Et les chercheurs du CNRS en France ont fait des recherches avec des rats, des pauvres rats qui leur avaient rien fait, ils les ont rendus dépendants à la cocaïne et au sucre blanc. Ils les ont privés de ces substances. Quand ils les ont remis dans une cage en mettant de la cocaïne d'un côté et du sucre blanc, ils sont allés droit sur le sucre blanc. Ce qui veut dire que le sucre blanc est plus addictif que la cocaïne. Voilà. Vous tapez CNRS, sucre blanc, je crois que Julie vient de nous mettre un petit lien, et vous allez trouver toutes les recherches qui parlent de cette recherche-là. Donc, c'est une aberration parce que du sucre blanc, on en retrouve absolument partout. Et c'est quelque chose qui est toxique pour vous et qui vous fait descendre en performance. C'est une des premières choses que je demande aux sportifs de haut niveau de supprimer de leur alimentation au maximum du maximum, c'est le sucre blanc. Voilà. Donc ça, il faut savoir que vous vous fatiguez lorsque vous prenez du sucre blanc, et en plus, on en met partout parce que c'est addictif pour pouvoir en vendre davantage. Donc, il y a vraiment, voilà. Quand vous avez une alimentation qui n'est pas bonne pour vous, vous fonctionnez au ralenti sur toute la journée parce que la digestion, au moment vraiment du pic de digestion, ça absorbe, ça utilise 80% de votre énergie. Donc, ça veut dire que vous avez 20% restant pour vous consacrer, pour que votre cerveau
soit disponible pour les apprentissages que vous allez avoir à absorber dans la journée. Donc, l'heure après l'alimentation, si vous n'avez pas bien mangé, vous vous retrouvez en difficulté. Donc ça, quand on est ado, moi je mangeais tout et n'importe quoi. Maintenant, en tant qu'adulte, au fur et à mesure, jeune adulte, j'ai commencé à faire attention de plus en plus. Plus vous allez faire attention et plus vous allez être dans votre identité aussi, parce que le sucre blanc rend agressif, il faut le savoir. Ça crée de l'hyperactivité. Et d'ailleurs, j'avais une amie qui expliquait qu'elle donnait aucun sucre blanc à ses enfants parce qu'elle était consciente de ça depuis très très longtemps. Et quand ils partaient à un goûter d'anniversaire et qu'ils revenaient, ils étaient hystériques. Elle avait 3 filles qui couraient dans tous les sens et qui étaient complètement surexcitées. Et ce n'était pas d'avoir joué l'après-midi avec d'autres enfants, c'était vraiment la consommation de sucre blanc sur toute l'après-midi. Voilà, surtout quand on n'a pas l'habitude de manger. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, on va parler sommeil. De nouveau, petite discussion sur les écrans. Je sais que j'insiste, mais c'est important. C'est important aussi bien pour les ados que pour les adultes de bannir tout ce qui est téléphone de la chambre. Vraiment, c'est vraiment important parce que votre cerveau, il a besoin 1 heure avant d'aller s'endormir d'être au calme. Donc, si 5 minutes avant d'éteindre la lumière, on est en train de scroller, de regarder, etc., le sommeil n'est pas récupérateur. Et ça se ressent sur la journée du lendemain. Donc là, vraiment, de nouveau, je vous donne des clés pour pouvoir utiliser pleinement vos capacités, votre potentiel. Et j'ai pu le constater. Et le mode avion ne change rien. Moi, je commençais à avoir des problèmes de sommeil importants. J'ai appelé une amie médecin en lui disant il faudrait peut-être vérifier ma sérotonine. Elle m'a demandé d'enlever le téléphone de ma chambre. 3-4 jours plus tard, mon sommeil était rétabli. Donc, même sur mode avion, malheureusement, c'est important d'enlever tous les appareils de connectés des chambres parce qu'on sait maintenant, ça crée un sommeil qui va être… voilà. Si en plus, il y a des notifications qui sont allumées, je vous laisse deviner. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions sur l'alimentation ? Alimentation, sommeil, eau. Oui, peut-être juste sur la rapidité aussi. Ils disent si on mange trop rapidement, il y a des problèmes. Oui. La digestion, elle se passe dans la bouche. Donc, c'est vraiment le Kindle, s'il est connecté. De toute façon, tout ce qui est écran va activer votre cerveau. Donc, après le Kindle, c'est un peu moins parce que la lumière est étudiée pour que ça soit moins agressif. Mais c'est vrai que le Kindle, et l'idéal, ça serait de lire avec le Kindle et puis de déconnecter au moins une demi-heure avant d'aller dormir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Les questions, ça, c'est un peu le temps idéal entre le dernier dîner et le sommeil. Et puis, bon, on disait 1 heure avant le sommeil, éviter les écrans, c'est ça. Et puis, on va pas remplacer le sucre blanc. C'est bien ça. Alors, le sucre blanc, on peut le remplacer par plein de choses. Le sucre le plus sucrant et le moins calorique, c'est le sucre de coco. Voilà, c'est meilleur que le sucre de canne. Et pour les personnes qui ont une addiction au sucre blanc, au chocolat, moi, je recommande, on ne peut pas se sevrer du jour au lendemain parce que, je vous le répète, c'est plus addictif que la cocaïne. Donc, c'est complètement logique que ça soit compliqué d'arrêter le sucre blanc puisque c'est une addiction. Vraiment, c'est une drogue. Voilà. Donc, et puis, on est suisse, Lucille, donc on mange du chocolat, c'est comme ça. Mais moi, je ne suis pas drastique. Je ne suis pas ascète. Même Bouddha est revenu de l'ascétisme. Donc, je ne suis pas ascète. Donc, si vous avez envie de temps en temps d'un brownie, de quelque chose qui soit doux et qui soit agréable, faites-le. Là où ça vous pénalise, c'est quand vous avez une consommation quotidienne de sucre blanc et excessive. Et il faut savoir que dans les plats préparés, il y a du sucre. Si vous regardez la composition, voilà. Petite information, Julie va vous mettre ça. Il y a une très bonne application qui s'appelle Yuka et qui vous permet en quelques secondes de savoir si ce que vous voulez acheter, les gâteaux, les pâtes, enfin peu importe, tout ce que vous allez acheter va être toxique ou pas. Quand il y a trop de sucre dedans, tout simplement, vous pouvez passer à autre chose et prendre un autre produit. Et là, moi, je milite un peu parce que je trouve ça scandaleux qu'on ait une alimentation agroalimentaire qui nous empoisonne, il faut être bien clair. Et là, on a tous un pouvoir phénoménal de refuser ça.
Yuka, ça scanne aussi les produits cosmétiques. Donc, les produits cosmétiques qui sont toxiques pour votre santé, vous pouvez les reposer dans le magasin en disant à la vendeuse, je ne prends pas celui-là, donnez-moi un autre. Et c'est nous, on a cette force-là en tant que masse, voilà, de faire changer la donne. On a un vrai pouvoir en tant que citoyen, en tant que consommateur. Oui, le salé, les chips, etc., tout est scanné. Donc, moi qui aime bien de temps en temps manger des chips, je scanne avec Yuka et j'ai une marque de chips sur lesquelles il y a marqué bon, voilà. Et toutes les autres, il y a marqué médiocre ou mauvais. Donc, je privilégie ça. Ça va obliger l'industrie agroalimentaire d'arrêter de nous mettre des produits qui sont mauvais pour nous. Donc, après, regardez, il y a peut-être d'autres applications en Suisse qui correspondent. Mais moi, c'est une application que j'utilise en France et à Chypre. Donc, elle fonctionne vraiment partout. Les codes barres sont les mêmes. On a juste à prendre le produit, on le scanne et en une fraction de seconde, on a toutes les informations qui sont données. En ce qui concerne le sommeil, pour des personnes qui ont un sommeil qui est un petit peu difficile, moi, je recommande des rituels avant d'aller se coucher pour préparer le corps et se préparer psychologiquement à se dire là, et se coucher toujours à la même heure et se dire là, dans une heure, je dors. Et avoir toujours le même rituel qui peut être d'avoir une petite infusion ou un fruit ou peut-être un petit carré de chocolat. À partir du moment où on n'en mange pas en quantité importante, c'est pas profondément toxique, de manière à vraiment amener progressivement ce rituel de sommeil. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai vu une petite question passer sur les montres connectées. C'est pareil, c'est connecté les montres. Donc, ça interfère avec le cerveau. Donc, pour le sommeil, il faut éviter. Et là, Lucille, peut-être une question importante, on en parlait lors de la préparation de cette conférence. Est-ce qu'au moment du sommeil, quand l'étudiant n'arrive pas à s'endormir, ou bien que les parents, pour des raisons professionnelles, justement, on va ressasser pendant toute la nuit et les objectifs du lendemain ou justement l'examen du lendemain, est-ce que là, il y a quelque chose qui aide justement pour s'endormir? Est-ce que les 5 minutes de cohérence cardiaque, elles ont leur sens à ce moment-là? Ah, c'est fabuleux. Et après, ça demande d'en faire 5, peut-être d'arrêter, de refaire 5 encore plus loin. Je vois la Wi-Fi près des chambres. Plus c'est loin, mieux c'est. On le sait aujourd'hui que ça a un effet sur notre sommeil. Donc, en effet, cohérence cardiaque, quand on est stressé avant d'aller se coucher, c'est idéal. Et on peut le refaire 2 fois. Et après, c'est toujours la même chose. Je vous en parlais pendant cette intervention. Ce qui va faire la différence pour que vous preniez en main votre potentiel, c'est la pratique. Donc, vraiment se dire… Moi, j'ai des jeunes adultes ou des adolescents qui vraiment ont eu ras-le-bol d'être stressés et ont pris en main leur gestion du stress. Plutôt que de la subir et en étant comme ça, en disant je ne sais pas quoi faire avec, je leur ai donné les outils et ils ont dit vraiment à partir de maintenant, je m'en occupe. Je prends en main, je prends en charge, j'apprends la méditation, j'apprends la respiration, j'apprends la cohérence cardiaque, mais en tout cas, je vais fonctionner autrement. Autre chose en ce qui concerne le stress, tout ce contre quoi on lutte se renforce. Je vais le répéter parce que c'est vraiment important. Tout ce contre quoi on lutte se renforce. Donc, quand vous êtes stressé, si vous luttez contre votre stress, vous le renforcez. La solution, c'est vraiment de l'accueillir et d'accepter d'être stressé. Je vais vous expliquer comment va fonctionner une émotion parce que pour la plupart des jeunes adultes, des adultes de ma génération, on ne le sait pas, et des ados d'aujourd'hui, on commence à apprendre ça un petit peu dans les écoles. Mais une émotion, de stress, de fatigue, de frustration, de colère, d'impuissance, de dépit que vous allez ressentir, souvent on a quelques stratégies, soit c'est de la fuir complètement, soit c'est de lutter contre et là on la renforce, soit c'est vraiment de l'enterrer, de la minimiser au maximum. Si vous voulez que votre état émotionnel se régule, la première chose c'est de l'accepter à 300%. Et une émotion, elle se comporte toujours de la même manière, elle commence par s'amplifier. Donc, c'est pour ça qu'on arrête de la ressentir tout de suite en disant déjà que c'était désagréable, si en plus ça s'amplifie, ce n'est pas la bonne solution. Ça s'amplifie, ça se stabilise, ça redescend. J'ai écrit un roman qui s'appelle L'enfant de la source et mon personnage apprend la gestion de ses émotions pendant son parcours. Il a un parcours de découverte de lui-même. C'est vraiment une histoire, c'est vraiment un roman, mais dans lequel il y a cet apprentissage de qui il est et entre autres, il apprend ce que c'est qu'une émotion. Et comment on peut rééquilibrer et gérer ces états émotionnels. Donc, c'est déjà, si vous sentez que vous êtes stressé, fatigué, dépité, c'est vous poser et dire
je suis stressée, je suis fatiguée, je suis dépitée, je suis tendue, j'en ai ras-le-bol. Et là, quand on embrasse ça profondément pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, on va passer par une étape qui sera pénible, d'amplification. Et après, ça va commencer à se stabiliser. Quelque chose qui est ressenti, avec lequel on reste en conscience, est résolu à 50% au moins. C'est-à-dire qu'en fin de compte, entre la situation réelle et l'état émotionnel que l'on vit en contact avec cette situation, c'est pas toujours raccord. Par moment, la situation, elle n'est pas si grave que ça. Mais l'état émotionnel que l'on projette sur cette situation prend des proportions très importantes. Si vous vous posez avec votre état émotionnel par rapport à la situation, ça va se stabiliser et vous allez pouvoir aborder cette situation, ce stress, cette échéance avec un cerveau et un émotionnel qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme. Déjà, vous avez déjà résolu 50% du problème. Sur ce qui reste, c'est-à-dire je suis en retard, je ne suis pas bon, c'est quelque chose, c'est une matière dans laquelle je ne suis pas efficace, je me sens même déficient par rapport à ça. Après, il va pouvoir y avoir des solutions sur les 50% de stress qui restent, ou d'inquiétude ou de peur, on va pouvoir trouver des solutions. Si on est à 100% de stress, d'inquiétude, de colère, trouver la solution, ça devient difficile. Voilà. Votre cerveau n'est pas en capacité. Votre cerveau, quand il est en onde bêta, il est en mode urgence. Et s'il est en mode urgence, il ne peut pas être créatif, il ne peut pas trouver des solutions, il est juste en train de sauver sa vie. D'accord ? Donc, votre objectif, c'est vraiment de connaître déjà comment vous vous comportez, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, à quel moment vous êtes les plus efficaces. Et c'est vraiment de mettre votre cerveau le plus souvent possible au calme. Et là, vous pouvez aborder beaucoup de choses. Quand vous êtes en panique, vous ne pouvez pas résoudre le moindre problème. C'est du bon sens. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, juste une question. Qu'est-ce que ça veut dire lutter contre? Donc, la fuite, on comprend. Enterrer, faire l'autruche, on comprend. Lutter contre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire refuser, être en colère contre l'émotion qu'on ressent, c'est-à-dire dire ça, je ne veux pas le ressentir. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font ça, beaucoup d'adultes entre autres, qui disent, soit c'est parce que c'est éducatif. Ce matin, moi j'ai eu une cliente qui vraiment a une éducation très, très classique dans laquelle on est toujours, on sauve les apparences, vraiment. Donc, quand elle a pris l'habitude, quand elle ressent une émotion pénible, soit elle l'enterre et elle dit je veux rien savoir, soit autrement elle refuse de la ressentir. Donc elle lutte contre cette émotion. Et là, on a travaillé pour assouplir tout ça de manière à ce qu'elle puisse s'approprier les situations de stress dans lesquelles elle est actuellement pour pouvoir développer le projet professionnel dans lequel elle est. D'accord, compris. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, à ce stade, oui, peut-être. Une question intéressante, ce serait, on parle du stress. Est-ce que justement on peut distinguer, peut-être c'était en introduction de votre conférence, le stress positif du stress négatif? Et puis, est-ce qu'on a des techniques innovantes ou des stratégies qui peuvent nous aider de passer de l'un à l'autre? Voilà. Mais déjà, c'est de comprendre que le stress, à partir du moment où on sait le gérer, il n'est jamais négatif. À part si vraiment il est entretenu de manière chronique et dysfonctionnelle, d'une certaine manière, où c'est devenu une addiction au stress. Il y a des gens qui ont des addictions au stress, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas en stress, ils se sentent vides, ils se sentent tristes, Le stress, c'est un moteur négatif qui leur permet de se sentir vivant. Voilà. Donc, le stress n'est jamais négatif s'il est transformé. Et regardez le petit TED, parce que Kelly McGonigal a vraiment énormément d'humour. Et elle fait son mea culpa en disant, en fin de compte, j'ai participé au mal-être de mes clients pendant très longtemps en leur disant, le stress est toxique pour vous, il ne faut pas avoir de stress. Donc, le stress transformé est extrêmement positif et bénéfique. D'accord, donc c'est ce qu'on va utiliser, c'est là où on va amener nos étudiants et nos sportifs alors. C'est la meilleure idée qu'on puisse avoir. Ok, parfait. Ouais. Parce que, comme je le disais en tout début de mon intervention, le stress, tout le monde le vit. Et on le vit un peu comme un handicap, comme quelque chose de honteux, voilà, comme quelque chose sur lequel on n'a aucune action. On subit le stress, au lieu vraiment de le connaître et de savoir comment on peut le gérer. Et qui va nous porter plus loin.
Exactement. Le stress, je le répète, hein, un sportif de haut niveau avant une compétition, il a intérêt à être stressé. Si il sait gérer son stress. Et c'est ce qu'ils font généralement. Et les personnes, les comédiens par exemple, qui vont avoir le trac, ou les musiciens qui vont avoir le trac avant de monter sur scène, ils laissent monter le niveau de stress parce qu'ils ne savent pas comment le gérer pour la plupart. Et au moment d'être sur scène, ils le transforment en énergie. Donc ça, je les apprends à connaître ce processus-là, aussi bien pour les sportifs que pour les artistes, de manière à pouvoir le transformer sans être dans un mal-être absolu. Moi, je connais des musiciens qui prenaient des bêta-bloquants avant les concerts, ce qui impacte leur jeu, d'ailleurs. J'avais appris ça avec une musicienne qui m'avait dit, tiens, tel chef d'orchestre prend des bêta-bloquants. Et je lui ai dit, mais comment tu le sais, tu l'as vu faire? Enfin, elle m'a dit, non, pas du tout, le son. Quand il prend des bêta-bloquants, son son est un tout petit peu plus plat. Donc, il faut avoir vraiment une oreille de musicienne pour l'entendre. Mais elle a tout de suite su qu'il prenait des bêta-bloquants parce qu'en fin de compte, ça aplanit. Voilà. Compris. On arrête de vous interrompre. D'autres questions? C'est très bien qu'on soit en interaction comme ça, c'est ce que je préfère. Alors, on va passer à le deuxième thème de cette petite soirée. Ça vous convient? Stress et anxiété, je vais répondre à cette question. Quelle différence? Le stress, ça peut être quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire qu'on subit un impact, ça peut être le bruit, ça peut être l'agressivité, etc. Et l'anxiété, c'est plus un état émotionnel qui va générer du stress. Mais les deux peuvent être assouplis, on va dire, ou étudiés, si on n'est pas dans une anxiété pathologique, on va dire, par de la cohérence cardiaque, par du sport. Hein. Ça, j'en ai pas parlé parce que là, on parlait ce soir des sportifs, donc forcément, ils font du sport. Mais vraiment, plus vous faites du sport, plus vous faites circuler le sang à l'intérieur de vous, plus vous faites circuler tout le cortisol qui va s'évacuer beaucoup plus facilement en faisant du sport. Donc, cortisol, l'hormone du stress. Hein. Donc là, on va vraiment aborder deuxième partie de notre petit échange de ce soir, la notion d'échec. Et alors ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que pour moi, l'échec n'existe pas et malheureusement, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, il est extrêmement stigmatisé. Rien que la scolarité dans laquelle on va mettre une notation en négatif où on pénalise l'erreur, va faire que l'étudiant va être systématiquement en sentiment d'infériorité. Donc, le jour où on aura réussi à changer ce système-là dans le monde entier, ça sera déjà une bonne nouvelle, une bonne approche. Et c'est vraiment comment d'aller gérer votre relation à l'échec et à cette stigmatisation de l'échec va changer toute votre relation à la scolarité et après aux situations qui vont se présenter dans votre vie. Il y a des moments où vous allez vous présenter à un travail, ça ne va pas se faire. Voilà. Donc, vous avez le choix de le vivre comme un échec ou le choix de le vivre comme une expérience. Et les échecs ne sont que des expériences qu'on n'a pas réussi à transformer. Et à partir du moment où on va scléroser sur l'échec, du coup, on se retrouve à ne plus progresser. Alors, ça dépend des cultures. Aux États-Unis, l'échec n'est pas du tout aussi stigmatisé et sanctionné qu'en Europe. Par exemple, aux États-Unis, lorsque l'on a coulé une boîte, qu'on a fait faillite, on le met sur son CV. Parce qu'on part du principe que c'est une expérience dont on a forcément appris quelque chose. D'accord? Donc ça va être à vous de savoir comment vous gérez, et on va s'en parler, hein, votre relation à l'échec. C'est déjà comprendre que l'échec, c'est je suis en train d'apprendre une compétence. Je suis en train d'apprendre une capacité, une matière. Et lorsque j'animais des formations en Inde, les Occidentaux que j'amenais dans des formations d'art étaient très très vite se remettaient complètement en cause dans leur globalité. C'était des artistes, c'était des stages de danse ou musique carnatique, qui est la musique du sud de l'Inde, dès qu'ils n'arrivaient pas à faire un exercice. Et les Indiens ne comprenaient absolument pas ça, donc ils revenaient me voir en disant mais pourquoi est-ce qu'on met en cause en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, alors que juste ils n'arrivent pas à faire cet exercice-là. Et ça, ayez un point de vigilance, c'est pas parce que vous réussissez pas un examen, un partiel, un exercice, un problème, que
il est nécessaire de se remettre en cause en tant qu'être humain dans sa globalité. Donc ça, je vous laisse une petite seconde parce qu'il y a énormément de gens qui font ça parce qu'on est programmé sur le jugement lorsqu'on est dans une situation d'échec et vraiment un jugement envers soi-même qui est extrêmement douloureux et pénalisant parce que quand on se juge et qu'on estime qu'on est médiocre, on coupe toutes nos capacités de progression. Donc, c'est vraiment important d'apprendre déjà à assouplir, là c'est ce que je suis en train de vous dire, assouplir ce concept de l'échec. L'échec n'existe pas, je le répéterai jamais assez. Il y a des choses que je n'ai pas réussi à faire du premier coup et je ne me suis pas dit que j'étais en échec, je me suis dit que je n'avais pas réussi à le faire du premier coup. Et j'y retourne, et j'y retourne, et j'y retourne jusqu'à ce que j'y arrive. Il y a très très peu de gens qui vont réussir du premier coup à réaliser le projet. Et les personnes sur lesquelles ils travaillent. Et les personnes qui réussissent sont des personnes qui sont en capacité d'intégrer l'échec à leur processus d'évolution. Donc, je vais le répéter parce que c'est vraiment important. Les personnes qui réussissent à faire aboutir leurs études, leurs projets, ce qui leur tient à cœur, sont des personnes qui sont capables de transformer leurs expériences, leurs sentiments d'échec en expérience et d'évolution, et sur lequel on va du coup se dire « Ok, ça n'a pas marché dans cette situation-là, je n'ai pas réussi à aller au bout de mon objectif. Comment je transforme ma stratégie, mon approche, comment j'apprends des nouveaux outils qui vont me permettre d'accéder à mon objectif. » Quelque chose qu'on apprend très, très, très peu dans la scolarité, c'est apprendre à se servir de son cerveau. Très souvent, on nous demande d'apprendre des choses par cœur et on ne travaille pas sa mémoire. Alors, il y a plein d'exercices, il y a plein de livres et vraiment, vous allez économiser, jeunes gens, des années de votre scolarité si vous vous intéressez à ce qui se passe dans votre cerveau et comment vous mémorisez. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a un livre intéressant qui s'appelle « Booster votre mémoire » et qui explique comment fonctionne la mémoire. La mémoire qui fonctionne le mieux, c'est la mémoire géolocalisée. Elle nous vient de la préhistoire. Et quand, au temps de la préhistoire, quand on avait mis nos réserves de nourriture quelque part, c'était vital de savoir où c'était. Donc, il y a une manière d'utiliser, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va devenir un petit peu trop complexe et puis un petit peu trop long. Il y a vraiment une manière d'utiliser votre mémoire pour apprendre beaucoup, beaucoup plus vite. D'accord ? Il y a des livres d'Idriss Aberkane aussi qui ont été écrits sur le cerveau et les neurosciences. Et je vous recommande de prendre un tout petit peu de temps pour savoir comment fonctionne votre cerveau parce que vous allez gagner un temps dingue. Voilà, c'est vraiment de faire des associations aussi. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Lisez, boostez votre mémoire. Si Julie, tu peux trouver la référence, je te remercie. Voilà. Alors, pour revenir à cette histoire d'échec, l'échec, elle est liée à la peur du jugement. D'accord ? Et la peur du jugement, elle est elle vous vient de votre cerveau reptilien, le cerveau de la préhistoire. Donc, en fin de compte, quand vous êtes en situation d'échec, vous ne réfléchissez pas trop. Et c'est là où je vais vous proposer d'assouplir vraiment cette peur de l'échec. C'est que quand, au temps de la préhistoire, quand on était rejeté, jugé et rejeté de sa tribu, et quand on a une mauvaise note, on est jugé, notre cerveau se met en alerte rouge parce qu'au temps de la préhistoire, lorsqu'on était jugé, rejeté de sa tribu, le temps de survie était peut-être de 2-3 jours. Et on se faisait manger par un tigre à dents de sabre. Voilà, ou un autre prédateur assez peu sympa. En tant qu'être humain seul, on ne survivait pas du tout. Donc, quand vous avez peur d'être jugé, votre cerveau reptilien se met en alerte rouge. D'accord ? Donc, déjà de connaître ce processus-là et de comprendre, j'ai peur d'être jugé, donc je suis en alerte rouge, c'est normal. D'accord ? Après, c'est de se dire comment je vais faire pour basculer sur mon cortex préfrontal qui, lui, réfléchit, analyse, prend du recul. Là, ça devient un processus. Et entre autres, c'est vraiment de prendre le temps d'aller ressentir, encore une fois, hein, la clé de votre évolution, c'est la connaissance de vous-même. Si vous savez comment fonctionne votre cerveau, vos émotions, votre cœur, votre mémoire, c'est du bon sens. Vous allez avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de maîtrise dans ce que vous avez envie de vivre et de conclure et de développer dans votre existence. Donc, de savoir que déjà, dès qu'il y a peur du jugement, il y a alerte rouge. Pour peu qu'on ait grandi dans une famille, dans une société, dans une religion dans laquelle
le jugement est extrêmement important, extrêmement prégnant, évidemment, on a une préposition à l'autocritique dès qu'on est jugé parce qu'on a été conditionné. Il faut savoir que ça peut se déconditionner en travaillant juste sur la bienveillance, ne serait-ce que ça, sur le soutien, sur le pardon, se pardonner à soi-même l'erreur, en sachant le processus, c'est-à-dire que de toute façon, on va être impacté. La différence entre quelqu'un qui connaît ce qui se passe à l'intérieur de lui et quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est de rentrer dans un espace de conscience et de maîtrise qui fait que la personne sera impactée de la même manière. Les deux personnes seront impactées de la même manière. Celle qui est consciente du processus et celle qui ne l'est pas sont impactées de la même manière. Par contre, celle qui est consciente du processus, elle a une action sur ce qui se passe. Et c'est là où ça fait toute la différence. Et donc, l'impact émotionnel de la peur du jugement, elle va être la même chez tout le monde. Vraiment exactement tout le monde. À part que chez quelqu'un qui connaît son processus et qui va faire de la cohérence cardiaque ou aller faire du sport, etc., ça va être géré et ça va être traité. Alors, je vais prendre un exemple qui est absolument frappant. Il y a eu des tests qui ont été faits sur les neurosciences pour savoir quelle personne était raciste ou pas. Donc, on a fait à l'IRM et on a mis à l'écran des personnes, des faciès qui étaient différents. Donc, moi, j'ai un faciès caucasien, donc on met un faciès africain ou eurasien ou asiatique. Et au sein du cerveau, il y a une glande qui s'appelle l'amygdale, qui est le vigipirate de la tête, qui est relié aux émotions, et qui systématiquement et absolument chez tout le monde s'allume dès que sur l'écran, il y a un faciès différent du sien. Voilà. Ce qui veut dire qu'on est tous fondamentalement de naissance racistes, tout simplement parce que à la préhistoire, un faciès différent d'une autre tribu était potentiellement dangereux. Donc ça, c'est votre cerveau reptilien qui tout de suite va dire attention, danger. En fonction de votre éducation, si vous avez été éduqué dans le fait que l'autre, dans l'idée que l'autre, c'est une culture différente, ça va vous apporter de l'intérêt, ça va vous apporter du partage, ça va vous apporter de la connaissance, votre cerveau préfrontal va reprendre le dessus, va déprogrammer, débrancher l'amygdale et vous allez tout de suite vous mettre en ouverture et en réceptivité en disant l'autre, c'est intéressant. D'accord ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un automatisme de dire l'autre fait peur. Et ce qui va faire la différence, c'est comment vous rebranchez tout de suite le cerveau frontal, préfrontal, qui lui réfléchit, analyse et a de la distance et peut avoir de l'empathie et de la curiosité pour l'autre. Et ça marche pour le stress, ça marche pour l'échec, ça marche pour tout. En fonction du conditionnement, on va tous réagir de la même manière. Par contre, le temps de réaction, soit vous allez être stressé ou en sentiment d'échec pendant 1 heure, 10 minutes, 2 jours, 1 semaine, en fonction de la manière que vous aurez eu de prendre en main votre potentiel avec les outils que je vous donne. Et après, il y en a plein d'autres. Je ne vais pas être exhaustive aujourd'hui ce soir. Pour vous donner un petit exemple de comment on dépasse l'échec, j'ai eu le grand plaisir d'avoir une sportive en athlétisme que j'avais préparée aux Jeux Olympiques et je l'accompagne au championnat de France et elle se retrouve 3e alors qu'elle a un niveau normalement meilleur. Évidemment, sentiment d'échec. On l'a travaillé, elle l'a transformé et quelques semaines plus tard, elle était qualifiée pour partir aux Jeux Olympiques. Donc, au lieu de stigmatiser son échec des championnats de France, elle l'a complètement transformé. Et la première chose dans les outils que je lui ai fait faire, c'était de se mettre en pleine ouverture sur le fait que ça puisse marcher ou que ça ne puisse pas marcher. Et elle voulait évidemment se protéger de cette situation, de se dire si ça ne marche pas, ça va être très très difficile, donc je ne veux pas envisager ça. Et elle voulait aussi, elle avait du mal à se projeter dans le fait que ça puisse marcher parce qu'au cas où ça ne marcherait pas, elle ne voulait pas être déçue. D'accord ? Donc, je l'ai vraiment aidé à ouvrir son esprit, son cœur, tout son enthousiasme au fait qu'elle partait au JO avec sa capacité à dépasser ce sentiment d'échec. D'accord ? Parce que quand on a peur de l'échec, on ne se donne pas les capacités au maximum. D'accord ? Est-ce que là, vous comprenez ça ? C'est vraiment important de comprendre que la peur de l'échec va vous empêcher de prendre des risques et de donner le meilleur de vous-même. Est-ce que ça, c'est clair pour vous ? Et que ce que vous comprenez, à quel point c'est crucial d'aller apprivoiser cette peur de l'échec, d'aller vraiment vous l'approprier, de laisser circuler les émotions, de s'exposer à l'échec. Là, c'est ce que j'ai fait avec elle. Je lui ai dit, tu t'exposes au fait que peut-être ça ne va pas marcher. Ce n'est pas là-dessus qu'on part. On part sur le fait que tu vas j'en souffre beaucoup, ouais. Et donc, on part du principe vraiment que vous allez être en capacité d'atteindre l'objectif
Mais si ce n'est pas le cas, vous allez dépasser, vous allez retourner. Et cette sportive qui s'appelle Maria, vous l'avez vu peut-être dans la petite vidéo de présentation, j'ai adoré l'accompagner, c'est une femme formidable. Elle a vraiment eu plusieurs compétitions après le travail avec moi, dans lesquelles ça ne marchait pas. Et donc, elle était obligée, et c'est désespérant, vraiment de ne pas être dans son potentiel dans une compétition sportive, elle a été obligée d'y retourner encore et encore et encore et de dépasser l'échec jusqu'au moment où elle est arrivée, là elle voulait aller. Donc voilà. Quelque chose qui peut aussi vous amener à un sentiment d'échec, c'est le besoin absolu de perfection. Autant être la meilleure version de soi-même est une bonne chose, autant vouloir être parfait, ça n'existe pas déjà. Nous avons tous des défauts, des difficultés, des points de blocage, de restriction et des endroits où voilà, on n'a pas très envie d'aller, c'est le cas de tout le monde. Et par contre, vous dire que vous vous donnez le meilleur de vous-même pour y arriver et que vous vous encouragez dans le processus, c'est un excellent moyen de dépasser cette peur de l'échec et de l'apprivoiser. Est-ce qu'il y a des questions sur l'échec? Oui, peut-être une question ou une remarque, je ne sais pas, Lucille, c'est-à-dire que là, on donne des idées aux jeunes et aux sportifs justement pour comment aborder cette notion d'échec, en fait, de plutôt chercher à vouloir la dépasser en osant prendre les risques, si j'ai bien compris, hein, en fait, et puis de dompter cet échec, et puis que si on doit tomber dedans, ben, que ce n'est pas grave, on recommence ça. Donc, d'ailleurs, je trouve qu'en voyant des fois des reportages sur les sportifs de haut niveau, on est étonné souvent de leur réaction constructive à la fin justement d'un match c'est de voir comment ça les propulse déjà plus haut, plus loin sur les prochains matchs. Donc ça, je trouve que c'est leur force. Et c'était de savoir si on parle de la bienveillance qu'on doit avoir envers nous-mêmes pour un étudiant, c'est aussi si on peut parler peut-être de la bienveillance aussi alors des personnes qui vont entourer les sportifs ou les étudiants, c'est-à-dire les enseignants, les coachs, les parents, et puis peut-être nous aussi de faire un effort, enfin je vous entends là-dessus, mais de ne pas être en rajouter une couche en renforçant le stress, la comparaison, peut-être, et puis pas saboter ce moment qui est assez précieux, comme vous le présentez, de l'échec finalement. Parce que si tout d'un coup, on va avoir une phase un petit peu de doute dans l'éducation par rapport à un apprentissage, peut-être que tout d'un coup, c'est ce doute-là qui va tout d'un coup nous porter plus loin. On va mettre le temps, mais ça va peut-être nous propulser plus loin, tandis que si tout d'un coup, nous, parents, on essaye de saboter ça, ou peut-être qu'on va justement empêcher cet apprentissage constructif. Enfin, je ne sais pas, je vous sens, je vous écoute là-dessus, Ouais. vous êtes spécialiste. Je suis 100% d'accord, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut savoir, c'est quand les parents ont peur de l'échec pour les enfants, c'est une peur souvent qu'ils ne contrôlent pas parce que c'est une peur qui est basée sur de l'amour. Ils ont juste envie que leur enfant s'en sorte, qu'il se réalise, qu'il réussisse. Le monde à l'extérieur peut être dur, ils le savent. Il peut y avoir vraiment des situations difficiles. Donc, du coup, ils vont projeter leur peur de l'échec sur l'enfant et ça va donner des résultats qui peuvent être assez dramatiques, à vrai dire. Et je vais vous recommander un livre totalement merveilleux sur un échec scolaire qui est très bien tourné. Si vous connaissez l'auteur Daniel Pénac, il a écrit la saga des Malocènes avec la fée Carabine. Enfin, voilà, il a écrit des romans très beaux, magnifiques. Et il y a quelques années, il a écrit un livre qui, moi, m'a ému au-delà de tout et me met les larmes aux yeux encore quand je le relis. Et ça s'appelle Chagrin d'école. Et il explique, donc lui, Pénac, il a été édité, publié dans le monde entier. Vraiment, c'est un auteur qui marche très bien. Il a continué, il était enseignant, il a continué à enseigner même quand il était connu, parce qu'il trouvait important de continuer à transmettre. Donc, c'est quand même très valorisant et voilà, c'est une très belle démarche. Et donc, il raconte qu'il a été un cancre absolu et que pour aller jusqu'à la Greg, ça a été un parcours vraiment du combattant.
Et dans ce livre, que je recommande mais vraiment à tous les parents, parce que ça va vous donner une prise de conscience, ça va vous apporter une prise de conscience très très belle, il raconte de l'impact, et sans aucune, c'est pas du tout culpabilisant, hein, il raconte l'impact sur un enfant de se sentir dans les yeux de son parent déficient et de sentir toute cette inquiétude pour son avenir et du coup de se dire mais là, je vais vraiment pas y arriver, il s'inquiète tellement, c'est sûr que je suis en danger et que je vais pas y arriver jusqu'à la fin de ma vie. Donc je vous recommande ce livre, il est merveilleux. C'est vraiment voilà. Un autre livre que je vous recommande sur l'enseignement, ça c'est pour les enseignants. Je l'ai lu il y a quelques semaines, Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Petite information, parce que je rebondis sur ce que vous me disiez, Patricia, sur la bienveillance. Céline Alvarez, elle a enseigné, elle a vraiment mis en place au sein de l'éducation nationale française, dans une cité difficile qui est une cité d'une banlieue de Gennevilliers, avec donc une population d'enfants vraiment pas aidée, tout un système de bienveillance, d'écoute, d'entraide, de classe avec des enfants d'âges différents qui s'entraident. Elle a obtenu des résultats phénoménaux, vraiment exceptionnels. Et elle a écrit un livre pour expliquer vraiment tout son parcours et comment les lois naturelles de l'enfant, de l'empathie, de la compassion sont extrêmement présentes et quand elles sont soutenues, permettent un excellent apprentissage de la lecture, de toutes les matières, vraiment. Donc ça, c'est très belle référence de livre et ça va me permettre d'aller rebondir sur le dernier thème de cette petite soirée qui est la compétition. Et ça, encore, c'est un sujet qui me tient à cœur, la compétition, que ce soit au sein du sport, je vous en parlais, au sein de l'école, au sein de l'entreprise, est contre-productive. C'est inefficace au possible et c'est pénalisant. Alors, dans les exemples de sportifs qui sont contre la compétition, et quand je l'ai connu, il avait déjà compris ça depuis très longtemps, je vais vous parler d'Enoch Effa, triple champion du monde de boxe. Moi, je ne l'ai pas eu dans les entraînements de sport, mais sur sa reconversion professionnelle de sportif. Et il me racontait qu'il a compris l'absurdité de la compétition sur un ring. Donc, on parle quand même d'un adversaire quand on fait un combat de boxe, quand il était assez jeune et qu'il est ghanéen d'origine et que son coach sportif lui a dit « tu es trop en colère, tu perds tous tes moyens parce que tu es trop en colère quand tu montes sur le ring, va au Ghana, va écouter tes racines, va à la recherche de ton histoire parce que peut-être que ça va te pacifier et que tu ne monteras plus en colère sur un ring. » Et c'est ce qu'il a fait. Et il s'est complètement pacifié avec la colère et le fait de vouloir battre l'autre, qui lui faisait perdre une énergie considérable sur le ring. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais perdu un combat. Donc, je vais le répéter, à partir du moment où Enoch Effa, il communique là-dessus, a cessé d'être dans la compétition et dans le fait de vouloir battre l'autre sur un ring, il n'a plus perdu un combat. Donc, il a appris à déployer son potentiel, pour le dépassement de lui-même et pas pour battre quelqu'un d'autre. Lorsqu'on est dans la compétition, aussi bien au sein d'une école, dans la scolarité que dans la société, dans une société dans laquelle on travaille, on a une déperdition d'énergie phénoménale. Et on pense que cette compétition au sein de l'entreprise ou au sein des classes crée une émulation, alors qu'en fin de compte, elle crée un manque de confiance chez les élèves. Et pour les sortir de là, donc là, vraiment, je m'adresse aux enseignants, lisez les lois naturelles de l'enfant, vous allez voir, ça concerne les petits, mais ça marche tout aussi bien pour les grands. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont été éduquées vraiment dans un système Montessori, dont ma meilleure amie, qui a 2 filles, qui ont aujourd'hui 19 ans et 21 ans, elles font de très brillantes études, les 2. Donc, ce n'est pas parce qu'on va grandir au sein d'une école qui va soutenir la bienveillance, la participation, la collaboration entre les élèves au lieu de nourrir la compétition qu'on va être inopérationnel dans la vie active. Par la suite, c'est exactement le contraire. Et c'est malheureusement un préjugé que l'on a où on pense que si on maintient une compétition intense entre 2 élèves, ça va créer une émulation. Pas du tout. Ça va créer une perte d'énergie énorme et ça va créer le fait que tout le monde va passer en mode contrôle. Donc, onde bêta élevée, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de participatif. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'espèce, on a survécu parce qu'on était capable de collaborer les uns avec les autres.
C'est pas les théories de Darwin ont été extrêmement transformées par les disciples de Darwin, mais si on lit Darwin dans le texte, c'est pas du tout la loi du plus fort. C'est vraiment le fait qu'on coopère, qu'on soit compatissant, nous a permis que cette espèce humaine perdure et se déploie. Et les études qui ont été faites sur les tout petits, on se rend compte qu'à quelques mois, un bébé est sensible à l'injustice. Et il est profondément empathique. Si on lui met 2 petites marionnettes une à qui il arrive quelque chose de difficile et pas l'autre, il va tout de suite avoir une attention purement empathique. Donc, cette empathie, elle est créative, elle est bénéfique non seulement à la société, mais à l'être humain en tant que tel. Parce que quand on renonce à cette empathie, cette bienveillance envers l'autre, on renonce à quelque chose de fondamental à l'intérieur de nous-mêmes. Et malheureusement, pendant des siècles et des siècles, c'est quelque chose qui a vraiment été entretenu. On commence à dépasser ça aujourd'hui. Et les plus beaux exemples, et j'ai le grand plaisir de connaître Isaac Guest, qui est professeur de leadership et d'innovation à l'ESCP Europe, en France, et qui enseigne ça. Il a écrit des best-sellers, et là, je lui peux nous mettre les références. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'entreprise libérée et l'entreprise altruiste », Isaac Guest, où il explique que ces sociétés-là qui décident de favoriser le bien-être de leurs employés au sein de l'entreprise, de bannir tout ce qui relève de la compétition au sein de leur entreprise, sont des sociétés qui font des milliards et des millions d'euros et de dollars dans le monde. Donc, dans ces livres-là, vous allez avoir toutes les références et vous allez comprendre que l'empathie, le partage, la communication, le soutien, c'est vraiment quelque chose qui est productif. Quand on a compris ça, on va comprendre que c'est important d'élever les enfants dans un système scolaire dans lequel on les sort de cette compétition, et pour les enfants qui comprennent et qui refusent ça. Donc vraiment, jeunes gens, acceptez dès maintenant l'idée que la compétition, ce n'est pas bénéfique. Et que par contre, le dépassement de soi, le plaisir de se réaliser, sans vouloir le faire au détriment de quelqu'un d'autre, ce qui, si on y réfléchit, est quand même quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement... humainement parlant, développé, ce plaisir-là d'être juste dans son potentiel. Et quand j'amène les sportifs de haut niveau à penser comme ça et à agir comme ça, très souvent, à chaque fois, leurs performances sportives sont meilleures, et de loin. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté encore et encore. Donc, c'est important d'aller sortir de l'idée que si on est empathique, si on est bienveillant, si on sort de la compétition, si on n'est plus dans la collaboration, c'est vraiment important de savoir qu'on va mieux s'en sortir, tout simplement, en tant qu'être humain, en tant que cellule familiale, en tant que société. Donc, à soutenir à tout prix, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que la société à venir, on fait face à des enjeux écologiques, des enjeux sociaux, des enjeux de migration qui sont extrêmement importants. Et si on nourrit cette écoute de nous-mêmes et de la solidarité, on va s'en sortir beaucoup mieux que si on se met dans un monde de compétition et d'égoïsme. C'est absolument sûr, parce que c'est toujours comme ça qu'on s'en est sorti. Est-ce qu'il y a des questions sur la compétition ? Non, pour rebondir, oui, des remarques pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Lucille. Donc, on parlait tout à l'heure de laisser le temps. En fait, en tant que parent, c'est oser ne pas intervenir parfois, justement dans ces réactions peut-être alors un peu plus difficiles. Et puis, c'est de savoir accompagner avec la bienveillance, et puis d'arrêter de comparer si on veut se flageller pour une deuxième fois. Donc, ne pas intervenir, ne pas comparer. Et peut-être. C'est surtout travailler sur sa sécurité. En tant que parent, c'est ce que je disais tout à l'heure, en tant que parent, il y a énormément d'amour dans le fait de s'inquiéter pour son enfant. Donc, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on projette ? On projette sa propre insécurité, sa peur que l'enfant n'y arrive pas. Évidemment, il le sent et ça le pénalise. Donc, en tant que parent, c'est vraiment, et en tant qu'enseignant aussi, c'est vraiment d'aller travailler sur sa propre peur de l'échec. Donc, commencer par le commencement, commencer par soi, en disant je vais moi apprendre à faire confiance. J'ai une très très bonne amie qui était en très grande difficulté avec un enfant adolescent qu'elle n'arrivait plus du tout à gérer, et je lui ai dit peut-être que c'est la solution de laisser complètement faire pendant une période donnée, ce qu'elle a fini par faire parce qu'elle était au bout de ses ressources, et ça a pris 3 mois. C'est extrêmement long pour une maman, 3 mois d'inquiétude en disant il ne va pas s'en sortir, il manquait les cours, enfin, c'était compliqué. Et au bout de 3 mois,
où elle a complètement lâché prise en disant « je travaille sur moi ». Et je travaille sur ma peur, je travaille sur mon besoin de contrôle, et en le laissant tranquille. Et elle travaillait, c'est-à-dire qu'elle n'était pas passive, juste à se dire, bah, il va à un moment avoir une révélation, et puis ça va bouger. Elle travaillait vraiment sur sa relation à son enfant pour construire de la sécurité à l'intérieur d'elle-même. Elle était accompagnée dans ce travail-là. Et il y a eu un moment où son fils est arrivé en larmes en disant, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin d'aide pour me structurer, j'ai besoin d'aide pour construire mon avenir, etc. Parce qu'elle avait fait cette démarche intérieure. Hein. Donc, ce n'était pas juste passivement attendre en se disant il va se passer quelque chose. Mais ça a été pour elle extrêmement douloureux de faire ça. Parce qu'on pense qu'en agissant et en punissant et en étant dans la restriction, on va obtenir plus de résultats. Donc, Voilà. donc là, les jeunes gens qui sont là, vraiment ce soir, c'est à vous aussi de prendre en main votre potentiel. Il y a des fois la nécessité de se protéger un petit peu des inquiétudes des parents, puis de comprendre que le parent, quand il sévit, quand il restreint, c'est qu'il s'inquiète et que c'est un acte d'amour, c'est une preuve d'amour, à vrai dire. Voilà, puis côté enseignant et parents, c'est d'être justement dans la bienveillance et dans l'écoute des aspirations, ouais. Et peut-être pas, et souvent peut-être les menaces ne vont pas fonctionner dans ces moments-là. Okay. Oui, et puis d'avoir des moments qualitatifs. C'est-à-dire qu'on a des moments qualitatifs avec son enfant, des moments de partage, des moments où on va juste passer du temps à regarder un film qui n'est pas intellectuellement particulièrement intéressant, de s'intéresser et de passer des moments de présence à l'autre. On vit dans un monde où on est sursollicité à longueur de temps sur beaucoup de choses. Donc, passer juste un moment de présence, à boire un thé, aller marcher en silence dans des bois, voilà. Et c'est des moments qui, en fin de compte, de manière très subtile, construisent des relations. Peut-être alors une question, Lucille, qui est vraiment liée alors peut-être à ce qu'on vient de dire. C'est si on observe que voilà, un jeune a un coup de mou, ou en tant que sportif, on est déçu, on n'obtient pas exactement le résultat qu'on veut, malgré l'entraînement, malgré le travail qui a été fourni, on a un petit coup de mou. Voilà. Comment est-ce qu'on peut aider à rebondir l'étudiant ou le sportif dans cette situation? Parce que voilà, comme on disait, alors nous, on ne doit pas intervenir, on voit ce qu'il ne faut pas faire, mais comment est-ce qu'on peut aider à rebondir? Le rebond. Alors, la première chose, c'est de savoir. Alors, moi, j'ai la chance de travailler régulièrement aux États-Unis. J'aime beaucoup les Américains pour plein de choses. Et entre autres, ils ont toujours le côté ultra positif, il faut que ça marche et tout. C'est presque antisocial de ne pas aller bien aux États-Unis. Donc, il y a vraiment, on est toujours bien et tout va toujours bien. Et quand ils arrivent en session et que ça ne va pas, ils sont très, très, très déconcertés. Voilà. Alors, en France, on a un peu le problème opposé. On est toujours en train de râler sur quelque chose. C'est un peu notre grande difficulté, mais c'est de savoir déjà que quelqu'un qui va bien tout le temps, ça n'existe pas. Donc, ces moments de coup de mou, ils sont naturels. C'est des moments de lâcher prise, c'est des moments de ras-le-bol. Petit exemple concret, j'ai eu, moi, une de mes clientes qui travaille dans le milieu d'écologie, elle est avocate et elle se bat vraiment au niveau écologie en France de manière très, très, très importante. Et puis, il y a eu un moment où je l'ai eu au téléphone et elle m'appelle en me disant « Je ne crois plus à rien. Là, vraiment, je suis en discussion avec des politiques qui ne veulent rien savoir. Ils ne pensent qu'à leurs élections dans 6 mois. C'est insupportable. » Et moi, j'avais un rendez-vous de boulot. Donc, je lui ai dit que je peux te rappeler seulement dans 2 heures. Et pendant ces 2 heures-là, tu vas lâcher prise complètement et tu vas accepter que la planète va volo, que de toute façon, on va tous dans le mur en écologie et tu vas dire « je m'en fous ». Voilà. Et là, elle était complètement déconcertée au téléphone. Et je lui ai dit, tu vas voir, ça va te faire un bien fou. Laisse tomber. Et tu pars du principe et de manière extrêmement profonde que là, tu laisses courir, que ça ne t'intéresse plus, que tu ne te bats plus pour ça, et tu baisses complètement les bras. Et tu fais ça pendant 2 heures. Et tu vas voir que ça va te faire un bien dingue parce que tu es en train de tenir, tu es épuisé, tu n'en peux plus, tu es épuisé émotionnellement, tu es épuisé psychologiquement. Donc, pour répondre à votre question, c'est accueillir ce moment. On ne peut pas être parfait tout le temps, on ne peut pas être au taquet tout le temps, c'est impossible. Et accueillir ce moment-là d'incertitude, de détresse, d'impuissance,
c'est aussi accueillir sa vulnérabilité, c'est aussi accueillir sa fragilité, c'est aussi se dire, bah, peut-être que je ne vais pas y arriver. Et c'est des moments dans lesquels on se ressource énormément si on le fait en sincérité. Si on le fait en se disant, je fais ça parce que lui, il a dit de le faire et que ça va marcher, mais en vérité, je ne lâche pas du tout, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, ça demande vraiment de lâcher en totale sincérité en disant, je laisse partir. Et c'est un moment dans lequel on va pouvoir du coup se ressourcer et sortir de la lutte. Donc le coup de mou, il arrive à tout le monde. Et plus on interagit, on accueille ce coup de mou, et mieux on se porte. Il y a quelqu'un qui a écrit des livres très très intéressants, de nouveau petite référence. C'est, comment il s'appelle? Il enseigne Tal Ben-Sahar. Il enseigne la psychologie positive à Harvard. Et je dis bien la psychologie positive et pas la pensée positive. La pensée positive, c'est je vais bien, je vais bien, je vais bien, tout va bien. La psychologie positive, c'est il y a des fois où ça va, il y a des fois où ça ne va pas. Et comment, en tant qu'être humain, je me déploie et je me développe avec cette pensée, cette connaissance de mon émotionnel. Et vraiment, il a écrit plein de livres et les cours qu'il a fait à Harvard ont été suivis parce que c'est comprendre ce qui nous rend heureux, vraiment en profondeur. Et la première chose, et ça, jeunes gens de nouveau, les élèves là de Florimont, je vais vous donner un scoop parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais vos biens matériels, vos chaussures, vos vêtements, la maison dans laquelle vous êtes, même ce que vous faites au sein de l'école ne participe qu'à 10% de votre bonheur. 10%. La voiture qu'on met du temps à payer, la maison qu'on va mettre du temps à payer, le temps qu'on passe, ça ne participe qu'à 10%. C'est les études de Tal Ben-Sahar, Harvard, qui expliquent vraiment que ce qui va nous rendre heureux et ce qui va nous épanouir en tant qu'être humain, et c'est garant de réussite. C'est pas seulement oh bah super, je vais me rendre heureuse et puis du coup je vais vivre dans une vie de bisounours dans lequel je vais me sentir bien et je mangerai juste le minimum et je n'aurai pas de réussite sociale ou professionnelle ou financière. Pas du tout. Plus les gens sont heureux et plus ils réussissent. Il y a vraiment une étude qui a été faite sur 20 ans à Harvard aussi, où on a étudié le niveau de bonheur de certaines personnes qui avaient une vingtaine d'années et on les a suivis pour savoir 15 ans, 20 ans plus tard quelles étaient leurs situations. Toutes les personnes qui avaient un niveau de bonheur le plus élevé ont une situation professionnelle et matérielle supérieure à ceux qui, à 20 ans, avaient un niveau de bonheur bas. Donc là, vraiment, cultivez, si vous voulez réussir votre vie professionnelle, familiale, financière, cultivez votre bonheur. Ce qui vous rend heureux, c'est vraiment de vous connaître et d'interagir dans des relations qualitatives avec vos proches. Donc évidemment, là on retombe encore sur quand on est tous derrière nos écrans et qu'on n'échange pas au sein de la famille, qu'on ne passe pas des moments qualitatifs ensemble, on se construit vraiment des difficultés à venir sur le plan matériel. Voilà. Et malheureusement, là, il y a eu des études qui ont été faites où on s'est rendu compte que les jeunes générations qui sont nées avec des smartphones et de la technologie sont beaucoup moins empathiques que les générations précédentes. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'interaction sociale, ce qui nous rend malheureux. Nous sommes des êtres vraiment de relation, on est des êtres de communauté et pas seulement de communauté virtuelle dans laquelle il n'y a pas d'interaction sur lesquelles on va se frictionner, on ne va pas être d'accord, parce que quand on est sur des réseaux sociaux, ça reste très très superficiel le relationnel. Et ce qui nous rend heureux, c'est la profondeur de la relation. Donc que ce soit pour les enseignants, pour les élèves entre eux ou pour les parents, c'est pour que vos enfants réussissent et pour que vous, jeunes gens, vous réussissiez, c'est vraiment miser sur l'humain. C'est ça qui va vous amener à une vraie réussite et surtout une vraie réalisation durable. Parce que ça tient toujours. Une voiture, une paire de chaussures, etc., on peut les perdre, on peut en racheter 10 et avoir le même niveau de bonheur, alors que des relations qui auraient été construites avec des êtres que nous aimons, c'est ça qui va vraiment vous construire en tant qu'être humain. Ah, il y a un autre petit livre très sympa, autre référence, Heureux comme un Danois. Ce livre-là, pareil, démonte toutes les croyances que l'on a sur le fait que ce qui nous rend heureux, ça va être la notoriété, l'argent,
Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, Heureux comme un Danois, c'est un très, très, très bon livre. Elle en écrit un autre aussi sur les vraies règles du bonheur, j'ai oublié le titre, et c'est des livres qui démontent complètement tout ce qui est société de consommation et apparence, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas une question dans l'immédiat, mais une remarque. Miser sur l'humain, un professeur responsable d'une section qui nous dit que c'est un livre aussi qui est très... Je ne connais pas, je veux bien la référence, merci. Peut-être pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on a aussi des messages qui fusent là, tous les livres, toutes les références, tous les documentaires, etc. On mettra peut-être la liste avec vous, Lucille, sur notre site. Comme ça, ça permettra, voilà, comme ça. Avec grand plaisir. Voilà. Puis après, il y a d'autres questions, mais je vais vous laisser finir, on n'y arrivera pas. Donc, je vous laisse finir. Et puis après, si on a le temps, il y a encore 2-3 questions qui sont rentrées et qu'on pourra passer. Une dernière chose sur la compétition et la performance, ça va être vraiment de vous autoriser des temps de pause, c'est-à-dire de structurer votre approche de vos études. Et prenez des temps de pause, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler 4 heures sur un sujet, sur un thème, sur une matière, c'est vraiment de savoir que votre cerveau, pour qu'il absorbe durablement une information, il a besoin de temps de pause. Et ce n'est pas un temps de pause où on a un téléphone à la main et qu'on regarde un réseau social. Vraiment, c'est un temps de pause où on se pose, on respire, on fait un peu de cohérence cardiaque, on va marcher 5 minutes et puis on revient, on se concentre de nouveau. Votre cerveau ne peut pas travailler de manière efficace pendant 4 heures. C'est absolument impossible. Donc, vraiment, de sélectionner des moments de break dans son apprentissage, c'est juste vital. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, trouver vraiment aussi des moments, et ça, on a basculé d'une éducation où on laissait les enfants complètement libres et inoccupés à une éducation où on les suroccupe. Et pour que l'être humain se construise, il a besoin de moments, surtout enfant ou adolescent, de moments d'ennui, pour savoir après, en tant qu'adulte, s'occuper de manière intelligente et puis constructive. Donc, c'est vraiment, en ce qui concerne les parents, c'est juste une petite, mais vous avez certainement entendu parler de ça, une petite vigilance sur le fait de ne pas blinder le planning et qu'il y ait des moments de vide, des moments qui sont où on ne fait rien. Et il se passe énormément de choses. On peut intégrer beaucoup d'informations. Quand on est sollicité et sursollicité à longueur de temps, on n'intègre pas, ou on intègre sur une période très, 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 très courte. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à échanger avec vous ce soir. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Amélie, est-ce qu'il y a des choses qui sont rentrées aussi sur les réseaux de ton côté? Moi, je vais vous poser une question bateau qui est en filigrane de cette conférence. Donc, pour les sportifs comme pour les étudiants, comment être plus performant, les stratégies gagnantes, les solutions innovantes. Si on peut résumer ce soir, si on peut faire une liste, alors peut-être qu'on va challenger Lucille. Est-ce qu'on aura peut-être à la fin de cette conférence une liste des to-do et to-avoid? On va faire ça. Avec plaisir. C'est pas mal parce que nos titulaires et nos professeurs seraient assez friands de partager ça dans les minutes de partage qui sont avec les élèves. Pour ceux qui oui, puis déjà de revoir le replay là et de prendre des notes sur ce qui résonne le plus. Et en fin de compte, si on veut synthétiser ce sur quoi on a échangé aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que l'écoute de soi, la connaissance de soi, développer son empathie sont vraiment, véritablement des outils, une approche qui amène au succès, qui amène à la réussite en étant dans de la réalisation. Moi, c'est vraiment l'angle, c'est le pilier de mon travail, c'est la base, c'est que je ne soutiens pas la réussite, je soutiens la réalisation. Tout simplement parce que la réussite, c'est fixer un objectif et l'atteindre. Si on ne se réalise pas dans le processus, il n'y a pas de sens. Et s'il n'y a pas de sens, on va se fixer un autre objectif dès qu'on aura atteint le premier, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et on peut fonctionner pendant des dizaines d'années comme ça. Et il y a plein de gens qui le font et qui un beau jour se réveillent en disant « mais je suis vide, ma vie n'a pas de sens,
parce que j'ai juste accumulé des projets, je ne me suis pas nourrie dans le processus. Je n'ai pas développé mes compétences humaines, je n'ai pas développé du lien, je n'ai pas développé tout ce qui nous rend heureux. Et vraiment, je le répète, les livres de Tahal Ben Sahar, ils sont extrêmement efficaces dans le domaine sur le contenu et les études. C'est extrêmement sérieux sur les études qui ont été faites. Donc, une autre remarque, une autre question, c'est qu'au lieu de parler de réussite ou avant d'avoir un but qui pourrait nous réaliser, c'est de savoir poser ses goals. C'est how do you say that en français? C'est ces objectifs. Alors, moi, je suis assez… quand j'ai des personnes qui viennent et qui sont en reconversion professionnelle, je ne leur demande jamais ce qu'ils veulent faire. Je leur demande toujours ce qu'ils veulent vivre. Et j'ai eu la fille d'une de mes clientes hier en ligne, en session, qui est à un moment de ses études où c'est un peu flottant et elle ne sait pas. Et donc, elle est obsessionnelle à l'idée, mais qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire. Et j'ai pondéré ça énormément en disant qu'en fin de compte, ce n'était peut-être pas si important ce qu'elle voulait faire, mais par contre, ce qu'elle voulait vivre dans son univers professionnel était beaucoup plus important que ce qu'elle voulait faire à tout prix. Et c'est vrai qu'on est dans le monde du faire, on n'est pas dans le monde de l'être. Alors que dans le monde de l'être, on s'épanouit, on se réalise. Et je le répète, on est plus efficace, on est plus productif, on est plus performant, entre guillemets, quand on est dans le monde de l'être que dans le monde du faire. Parce qu'il y a vraiment un côté où on va refaire un petit peu toujours les mêmes choses. Il y a un côté un peu stérile dans l'accumulation des projets les uns derrière les autres, alors que dans l'être, on est sûr que de toute façon, on va faire quelque chose. Mais donc, je lui demandais, qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Est-ce que tu as envie de vivre des relations? Est-ce que tu as envie de vivre de la créativité? Quels espaces de toi-même tu as envie de développer? Et après, la forme de ce que tu vas faire, certainement, va se présenter à toi toute seule. D'accord? Ce qui compte, c'est le voyage, ce n'est pas la destination. C'est tout à fait ça. Ça clôture vraiment, ça englobe tout ce que j'ai dit ce soir. C'est vraiment de comprendre que plus on nourrit qui on est, et plus on va loin dans sa réalisation et dans l'accomplissement de ce que l'on souhaite faire. Et ça évite de se sentir vide à chaque étape. Et pour combler ce vide, de nouveau mettre encore un objectif par la suite. Un nouvel objectif. Donc, je me méfie toujours un peu, moi, des objectifs. Même si on a besoin quand même d'avoir une stratégie, mais cette stratégie, si elle est basée sur le développement de son humanité, on va très, très loin. Voilà. Et peut-être que ce que vous dites, c'est aussi la clé pour ce qui attend nos enfants, enfin nos jeunes, c'est le changement finalement. Si on est dans la construction et si on est dans le développement et la réalisation, on va toujours pouvoir s'adapter au changement qui va être la clé de demain. Oui, puis les changements qu'on voit arriver, ils sont assez phénoménaux, on le sait. La grande majorité des métiers qu'il y aura dans 10 ans n'existe peut-être encore pas aujourd'hui. Et la qualité, la principale, pour moi, la principale qualité à transmettre à un enfant, c'est la capacité d'adaptation et la capacité de résilience. Avec ces deux capacités-là, il peut faire face à tout. En développant son empathie, il sera à l'écoute de lui-même, il sera à l'écoute de l'autre. Et là, il est dans son humanité. Et c'est garant de réalisation et de réussite. Je crois que c'était une belle conclusion ici. J'étais ravie de partager avec vous ce soir. Très sincèrement, c'est un bon moment. Merci infiniment. Merci beaucoup. On répète qu'on mettra tous ces liens sur notre site APEF. On répète aussi que vous avez eu la gentillesse d'accepter que cette conférence soit enregistrée, ce qui veut dire que pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui veulent réécouter, vous pouvez donner le lien à vos parents, à vos connaissances. Et puis, je sais qu'on va être en lien, donc s'il y a d'autres choses qui remontent, Lucille, on ne vous en fera pas, mais en tout cas, merci pour ce partage. Un grand plaisir, un grand merci à vous, un grand merci à Rim qui a été à l'origine, à vous Patricia qui a attrapé la balle et qui a vraiment transformé, à Amélie, à Boris. Et je dis toujours un merci, moi, à mon équipe, à moi, parce que cette empathie et puis cette écoute, je la pratique au sein de mes relations professionnelles aussi avec les personnes qui travaillent avec moi et c'est toujours un bonheur. Donc, un grand merci à Julie qui nous a accompagnés
accompagnée ce soir, qui est merveilleuse. On me le dit tout le temps et vraiment, c'est tellement vrai. Et puis à Colline aussi, qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Enfin voilà, merci à mon équipe, à moi, c'est un grand plaisir. Et je vous remercie tous vos petits messages là qui arrivent, de vos remerciements. Ça me fait chaud au cœur. Et peut-être le dernier mot de la fin, ça va être comme vous l'avez dit, c'était par des contacts d'une parent de Florimond qu'on a eu la chance de se connaître et puis d'avoir cette soirée ce soir. Je répète à tous les parents ou les élèves qui nous entendent ce soir qu'on cherche des thèmes qui puissent vous intéresser et qu'on cherche aussi de plus en plus, comme vous pouvez le constater ce soir, des thèmes qui intéressent autant les jeunes que les parents pour qu'on puisse apporter dans vos salons avec ces conférences Zoom des sujets qui soient justement, qui puissent apporter une certaine synergie au sein des familles, des discussions, etc. Et si vous avez des thèmes ou au contraire des conférenciers, conférencières que vous aimeriez entendre, volontiers contactez-nous donc sur conférence@apef.ch ou tout simplement sur info@apef.ch. Et on se fera le bonheur de partager et puis de voir si on peut contacter ces personnes. Donc, merci à vous. Et voilà, donc ces conférences vidéo, c'est peut-être le seul point positif qu'on a trouvé au Covid parce que ça nous réunit un instant et un soir. Ça, c'est de la résilience. Dans notre canapé, tranquillement, avec un verre de vin et on se fait plaisir. Donc, et les jeunes, on peut attirer aussi les jeunes derrière les écrans. Pour une fois, c'est permis. Alors, merci. Mais c'est toujours la même chose, hein. C'est vraiment comment on utilise l'outil. Est-ce qu'on l'utilise pour se développer, dans un espace qui nous est bénéfique, ou est-ce que on est captif de quelque chose qui nous nuit? Donc, l'écran en lui-même, il n'est pas nuisible pour l'utiliser. Tout à fait. En tout cas, merci de ce précieux partage. On se réjouit. Peut-être qu'on vous invitera pour autre chose. On sait aussi que vous étiez inatteignable pour la PEF, même avec toutes nos petites cotisations. J'espère que les parents nous entendent parce que vous étiez bien au-dessus de nos expectations et de notre budget. Mais vous avez vraiment fait l'effort pour la génération. Ah, mais je vous l'offre avec grand plaisir. Non, mais c'est vous avez dit quand voilà, on parlait budget, je me suis dit, c'est pas pour nous. Et après, voilà. Donc, ouais, il faut toujours le tenter, tout est possible. Voilà, exactement, tout est possible. Merci infiniment, Lucille. Bon, en tout cas, prenez bien soin de vous parce que c'est ce qui compte le plus. Et vraiment, soyez à l'écoute de vous-même, vous allez voir, c'est merveilleux. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux d'ailleurs, si vous voulez continuer à nourrir cette bienveillance. Et puis nous, on répète qu'on mettra tous les livres et les documentaires que vous nous avez parlé et on mettra aussi le livre que vous avez écrit, donc L'enfant de la source, que vous avez brièvement nommé, mais voilà, j'ai plusieurs personnes qui l'ont lu. Je me tarde d'avoir des vacances pour avoir la chance de le lire. C'est un roman initiatique. C'est vraiment un livre qui me tient à cœur et que j'ai mis longtemps à écrire. J'ai mis longtemps à maturer et que j'ai écrit extrêmement rapidement quand ça a été le moment. Je l'ai écrit vraiment en 6 semaines et c'est un livre qui a eu une belle diffusion, qui avait été présélectionné pour le prix des libraires et je tenais à écrire non pas un livre de coaching, mais un roman pour que ça se diffuse de manière le plus… tout ce qui me tient à cœur se diffuse de manière la plus simple possible et accessible. Voilà, ça fera partie de nos temps de pause et de notre bonheur, alors, pour conclure. Merci infiniment et belle soirée. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Au revoir, merci.